Nous sommes très heureux comme tous les soirs d'être en votre compagnie. Bienvenue au Grand Talk, 18h30. C'est l'heure à laquelle nous prenons le contrôle des choses. Et vous êtes très nombreux, chaque soir plus nombreux, les chiffres l'attestent, à être devant vos postes de télévision, mais également à travers vos smartphones, vous nous regardez. Ça nous fait énormément plaisir. Merci d'être en notre compagnie. Si vous nous prenez en marche, eh bien, vous regardez le Grand Talk. Si vous êtes là depuis le début, eh bien, merci d'être fidèle à Live TV. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir mon bricot, je vais très bien. Vous avez une chemise brillante? Oui, très brillant. Je voulais faire un brillantine. Vous connaissez l'expression? Non. Je vous vois venir avec vos grands sabots noirs, brillants et bruyants. Voilà. Vous connaissez l'expression? Pas du tout. Lui et moi, on en parlait tout à l'heure. C'est très brillant, non? Vous regardez Jacques le copain. Madame Bleu est en vert. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Oui, ça va. Magnifique le vert. Merci beaucoup. J'ai oublié mes lunettes à la maison, donc je te verrai un peu en flou là. Ça va. Ah oui? Ouais. C'est vrai? Ouais, je te promets. J'avais mes lunettes de soleil pharmaceutique et puis c'est quand je suis arrivée là que je me suis rendu compte que Mais t'inquiète pas. Les miennes également, moi je les ai laissées chez l'ophtalmologue. c'est l'ophtalmologue. Oui, parce que je devais rectifier quelque chose. Ouais. Et puis je devais récupérer, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc Mais mes Ne lunettes. vous inquiétez pas. Je sais porter les aveugles. Je sais, je saurais vous porter. Daouda, vous êtes en Ah forme ouais, ce soir. Ça fait ça, Daouda, franchement. On vous a dit que vous êtes en forme. Vous êtes en forme. C'est une canne en fait. Ouais. Il faut faire attention. Comme on ne voit pas, on peut vous envoyer 2-3 coups. Exactement. Bonsoir Kevin, vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous? Bien Kevin, je ne vous ai pas vu hier. Parce que je n'étais pas dans le programme. Il y a un programme. Non, mais la vraie question c'était qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Parce que je n'ai pas eu le temps de vous poser la question hier. Ah, d'accord. Tu veux que j'en parle? Non. Ah d'accord. Voilà, il n'y a qu'un seul Ah, Kevin sur ce plateau. Voilà. J'ai été à un événement tout en blanc, Ah ouais. voilà, qui est assez festif. C'était très bien. C'était lundi? C'était dimanche. À dimanche. Ah oui, c'est Mais tu bien. ressembles à C'était un un brunch? épicurien. C'était un brunch, exactement. Non, c'est un épicurien. Pourquoi? Mais c'était un brunch. Ah bah brunch, il est tout le temps dans les brunchs. Il aime les piqûres. Ça te gêne? Un peu quand même. Bah, il y en a qui en invitent plus que d'autres, c'est tout. Non. tu dois adorer ce Kevin genre en de forme partie-là. aussi. Kevin en forme. Alain Toussaint est avec nous. Bonsoir monsieur Alain Toussaint. Comment Bonsoir allez-vous? Brice, comment ça va? Ouais, je vais très très bien. Non, je regardais la... Aux couleurs de votre club en plus. Exactement, Un peu, exactement, un tout petit peu. Comme je n'ai pas mes lunettes, je crains qu'on me traite. Je ne serai pas seul ce soir. Mais non, mais je regarde le volet artistique. Ouais. C'est-à-dire, et Kevin ne me contredirait pas. Bien sûr. C'est comme un C'est une forme de mosaïque. De mosaïque, ouais, Voilà, un Madame Bleu labyrinthe, nous dira. Mais vous voyez en noir et blanc, non? Comme vous n'avez pas vos lunettes. Oui, oui, d'arrimage. Et depuis lors, je vois beaucoup de choses en noir et blanc. Notre image du jour, hein, parce qu'on permet aux téléspectateurs de s'installer, ça dure 1 minute et 30 secondes. L'image du jour, eh bien, c'est une autre bonne nouvelle. Notre Cheikh Cissé national, grand taekwondoïne devant l'éternel, a décroché donc l'or à l'Open international de Bulgarie. C'est un autre trophée, une autre médaille qui rajoute à sa longue série en ce moment. Il est en forme, notre champion. Et Moi, j'ai envie de dire que le mariage lui va bien. Depuis qu'il s'est marié, il ne fait que glaner médaille sur médaille. Ouais, Franchement, bon, il en glanait avant d'être marié, il mais il en glane plus. oui, il a Il est glané plus avant. régulier. Mais depuis qu'il s'est marié, il en glane encore plus, sincèrement. J'avoue que moi, je veux être scientifique. hein. Oui. Je veux être scientifique. Il faut se baser sur les faits. Oui, donc les faits, maintenant, et ça, c'est très concret. Voilà. On a constaté que depuis qu'il s'est marié, voilà. Bon, c'est Daouda qui l'a dit. Je ne peux pas le contredire, ça fait partie des possibilités. Mais il y a, à côté de ça, il y a aussi le fait qu'il s'entraîne. Oui, il est très performant. Oui, c'est un champion. C'est sa 3e médaille depuis le début de l'année 2023. Depuis, c'est mal. Il enchaîne les victoires. Comme je le dis, il est en forme. C'est une belle représentation de la Côte d'Ivoire sportive qui brille à l'extérieur. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Ouais. Et il Mais sera justement, présent à toutes les et compétitions. moi, je suis un peu superstitieux. Hein. Enfin, de moins en moins, mais quand je pratiquais encore du sport de haut niveau, je marquais rarement des paniers pendant les séances d'échauffement. Parce que je me disais, j'avais un quota de paniers. Si je les gaspillais pendant l'échauffement, on ne sait jamais pendant les matchs. Et je me dis, Cheikh Cissé est en train d'emporter beaucoup de médailles. Est-ce qu'il n'est pas vraiment en train de... parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Bientôt, ouais. Bientôt.
en Oui, c'est une 2024. forme d'entraînement aussi pour Ok. lui et de se mesurer à tous ces sportifs de haut niveau qu'il côtoie pendant ses compétitions. C'est ça. Et je pense que ça rassure, en tout cas pour les JO de 2024. Ça montre qu'il est capable de continuer sur cette lancée. En tout cas, on espère Oui, parce que qu'il nous, va les- continuer sur cette lancée. Quand il faut parler un peu des éléphants, on gagne bien les matchs Bah, on amicaux et puis à s'intéresse pour l'instant l'UEFA, au Non, mais en même taekwondo. temps, quand tu gagnes pendant ce genre de compétition, en même ça met en confiance. ça te met en sûr, confiance bien sûr, avant. bien Et sûr. puis en plus, je pense qu'au niveau international, la cote essaie de vraiment. La cote monte vraiment. Je pense qu'on te place à un très bon niveau. Et forcément, au niveau des Jeux Olympiques, il peut faire mouche et nous ramener encore, pourquoi pas, une autre médaille d'or en 2024. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de perdre tout le temps. À un moment donné, la confiance va prendre un coup. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, je pense que c'est finalement la seule satisfaction de notre sport en ce moment. Puisque les footballeurs font un flop, les boxeurs quasiment inexistants, à part notre ami Oli, Qui a La gagné machine, à ouais, non, que en j'ai France. tenté de défier, mais qui ne s'est pas représenté, on Non, verra non. bien. Et franchement, je pense qu'il mérite le soutien, non seulement verbal, médiatique, mais un soutien financier pour qu'il ait encore davantage de moyens pour Pour s'entraîner. préparer. Mais je pense que voilà, quand même, il est accompagné par les JO. la fédération de taekwondo. Donc il faut plus de moyens à la fédération. Oui, certainement plus de moyens à la fédération, mais je pense que vu les résultats qu'il affiche, lui et Juste Gbagbo. Babi Ruth, Oui, pardon, c'est ça, les deux satisfactions. c'est vraiment les deux satisfactions de cette fédération, donc de taekwondo, mais également pour le sport ivoirien. Mais il y a aussi Ben- les athlètes. Hein. On a nos deux athlètes, il y en a d'autres également qui, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de moyens, mais quand même qui font l'effort de nous ramener aussi des médailles. Oui, c'est vrai qu'en même temps, on n'entend pas beaucoup, ça me permet de faire. Peut-être que les beaucoup. compétitions n'ont pas encore, encore les bien Diamond démarré, League et- exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Non, moi je pense qu'on parle assez de lui à juste titre parce que, je veux dire, la Turquie, l'Égypte et maintenant la Bulgarie, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai exploit mirifique en fait. C'est une vraie légende. Je pense que depuis entre 87 et 2015, la Côte d'Ivoire avait un peu du mal à se hisser au rang comme ça dans le milieu du taekwondo. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment louable. Et comme Alain l'a dit, en tout cas, on ne parle plus des prouesses sportives de la Côte d'Ivoire à travers les éléphants ou à travers le foot, mais à travers nos taekwondoïstes, notamment celui-là, donc c'est bien. Donc la Côte d'Ivoire au sommet du taekwondo mondial. Ouais. Non, Enfin, c'est bien. en tout cas, Grâce à- Orange, voilà. blanc, vert. Depuis le début de l'année. Voilà, par contre, je ne sais pas si le drapeau est dans le bon sens. Non, pas du tout. Mais bon, ils ont fait pour tous les drapeaux. Hein. Oh, Ils l'ont placé de façon verticale. Voilà. très bien, très bien. Je sais pas si c'était pour gagner de l'espace, mais bon, ça ne valait pas la peine. Voilà. Malheureusement, il n'y aura personne à l'aéroport pour l'accueillir, c'est dommage. Ouais. Hein. On le fait pour des footballeurs qui perdent, mais pour quelqu'un qui gagne une médaille au taekwondo, bon, il n'y a personne pour l'accueillir. Ben, je vais t'emprunter le mot. Comme toi-même tu le dis, il va falloir que la Fédération ivoirienne de taekwondo puisse créer une bonne émulation dans son secteur pour que les gens puissent s'intéresser au taekwondo. Je pense que vous l'avez déjà dit ici. Donc c'est vraiment que c'est pour ça. C'est le football qui est le sport roi en Côte d'Ivoire. Bon, donc s'ils viennent, même s'ils sont 2e, 3e ou 5e, bon, on va les accueillir parce qu'on les aime comme ça. Voilà. Et puis en même temps, faites le ratio du nombre. Comme ils sont 22, si chacun a 3 membres de sa famille qui viennent l'accueillir, ça fait- Forcément, ça fait... Et puis bon, c'est clair que ce pas des compétitions du même niveau que que les la JO voilà, ou ou le Chan. la Coupe du Ouais, Monde parce de que je taekwondo. pense quand même que quand ils Mais, ont remporté ouais. des Oui, bien je crois sûr. que ça mobilisait des... Oui, oui, je pense que c'est le niveau des compétitions, mais bon, finalement, on s'habitue au fait que Cheikh Cissé ramène régulièrement de l'or. Donc, ça devient la normalité, en fait, C'est ça. finalement. Non, mais après, il y a aussi hein, ce fameux combat de notoriété là dont on parle régulièrement. Et justement, nous, on a décidé de porter ce combat-là pour des sports dits mineurs. Ouais. Voilà, parce que moi, j'insiste sur le dit mineur, pour qu'on puisse quand même... Mais c'est bizarre qu'on ne voit plus autant les... Bon, on ne voit plus le handball aussi, parce que c'est quand même un sport... Non, mais qui après la intéresse. visibilité, c'est lié aux performances aussi. Bien sûr, non, c'est clair, non. Je parle de compétitions sportives parce Non, qu'on mais peut déjà, ne pas être. l'organisation. Voilà, en termes d'organisation, on peut ne pas être bon, mais accueillir des compétitions du type handball ou ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a le basket qui est revenu dans nos cœurs depuis 2 ans, grâce à notre équipe qui se bat bien. Mais le handball, Ouais. j'ai un peu la nostalgie Ouais. en fait. Mais le handball du Ouais. temps de Mme Kandia Camara, d'autres Il faut encore, dire handball, je pense. Handball oui, bon, on peut dire. Bon, Handball Oui, parce que c'est allemand, on m'a dit. Ah, c'est allemand. Ah, ok, handball. Bon, après, je dis ça avec beaucoup de réserve. Mais oui, je crois qu'on dit handball. Handball. d'accord. Et on avait aussi les Abirita, Nadine et d'autres. Voilà, chez les femmes. Et puis chez les hommes, on avait tapé, grand frère tapé, etc.
mais qui avaient quand même l'envergure pour devenir de vrais champions en Afrique. Mais c'est une question d'organisation. Si la fédération elle-même aussi n'a pas peut-être les moyens, la structuration qu'il faut, c'est difficile de mettre en évidence. On a gagné des médailles. Ma grande sœur jouait au handball. On a gagné des médailles handball. à l'époque. Je prononce en anglais, handball. Comment on a ticket 300? Non, mais c'est surtout qu'avec l'Africain, on a galéré. Oui, à l'Africain, avec les exactement. Angolaises, qui étaient une Non, là, équipe, ils nous ont fatigués, ces African Angolais-là. Ball aussi. Oui, c'est c'est ça, On avait African Ball. une super section handball On a de gagné l'Africa Sport. beaucoup de médailles, oui. Ouais. Bon, après, il fallait aller au Palais des Sports pour regarder. Et c'est le même Palais des Sports qui faisait ça le comble hein, quand il y avait des rencontres de la discipline. Après, ça a évolué. Là, on va au Palais des Sports pour aller au Tchétchèn. Et nous, on a été très surpris la dernière fois d'imaginer que même le président, au fait, avait demandé la construction du Palais des Sports pour la boxe. Oui. C'est ça. On l'a appris il n'y a pas longtemps. On s'est dit, bon, après, c'est comment. Après, on revient à la question des moyens. Hein. Je crois qu'on est d'accord. C'est parce que je m'apprêtais à dire comment on met en valeur le sport, comment on le rend attrayant, comment on le rend. En fait, on parle toujours de comment. Bon, c'est des. Non, faites attention au comment. Oui, donc comment. Et bon, c'est... T'abuses. Non, on parle toujours de la question de moyens, mais c'est un ministère qui a un budget. Bien sûr. Un budget, il se base C'est sur une une vision. politique qui est bien définie sur 5 ans, sur 10 ans ou sur 3 ans. Il y a un budget, il y a des budgets qui sont mis en place. Et après, c'est un travail de lobbying pour chercher du financement à l'extérieur. Donc, quand on parle de budget, de financement, soit il y a un problème en interne au niveau de la répartition des budgets selon les types de sport, mais ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Parce que quand on parle de créer, par exemple, des infrastructures sportives, on a les mêmes infrastructures sportives depuis le début. C'est vrai que maintenant, on a eu le centre de taekwondo Alassane, si je ne me trompe pas, sud-coréen, voilà, qui a été mis en place, qui a été construit dernièrement, qui est magnifique. Il y en a d'autres également, un autre à Kumasi qui a été construit, mais il en faut beaucoup plus. Mais derrière, il faut soutenir les fédérations, il faut donner du budget, il faut que ces fédérations aussi gèrent mieux les financements qui leur sont alloués. Mais il faut que Voilà. ces fédérations aussi aillent chercher de l'argent. Voilà, fasse du lobbying, Parce que je pense que la répartition aussi peut dépendre de comment est-ce que vous aussi, vous travaillez à votre niveau, à ce que le public vienne vers votre sport aussi. Je pense que c'est l'une des En même temps, raisons on parle de la fondamentales fédération, aussi. mais il y a surtout l'apport des sponsors. Oui, mais les sponsors ne peuvent venir que si vous s'il y a êtes du public. organisé. S'il y a du public, c'est bien organisé. Du temps Voilà. du président Oufouette, on avait observé que dans les lycées et collèges, il y avait des terrains de handball qui étaient même multisports ou omnisports. Il y avait mixé avec du handball, basket, etc. Et volleyball. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, les établissements qui se construisent, il n'y a même pas d'aire de jeu, il n'y a pas d'aire de sport. On a des établissements, par exemple, qui quittent les deux plateaux pour venir à Cocody, sur les installations du lycée classique de Cocody, etc. Donc la pratique de sport comme le handball, qui nécessite quand même un espace spécifique, est vraiment difficile. Oui. Ouais, au contraire du football qui peut se jouer partout, dans la rue, etc. Voilà. Donc c'est une planification, c'est une vision, c'est une politique. Et je pense que l'État devrait songer à Parce cela. que pour gagner des médailles, On il termine là-dessus. faut être accompagné, il faut avoir des endroits où s'entraîner, il faut avoir un bon suivi également. Lorsqu'on gagne des médailles, on attire le regard sur soi, donc le regard des sponsors. Et ça suscite des vocations Ça aussi. suscite des vocations, ils ont envie d'investir dans la fédération, dans les fédérations, d'investir sur les joueurs également, de les accompagner. En fait, c'est une boucle, en fait, et tout part d'une stratégie. Et en plus, il faut penser à la souveraineté nationale grâce au sport. Autant on le fait pour le tourisme, pour faire venir des touristes, mais autant la souveraineté sportive, c'est important. Des grandes nations l'ont compris, comme les États-Unis, comme la France. Ou même la Croatie. Ou la Croatie, par exemple. C'est-à-dire qu'on Une pense bonne à ces équipe de pays. handball et de football aussi. Exactement, on pense à la Chine avec les médailles qu'elle glane pendant les JO. On pense aux États-Unis avec Au les rugby. médailles qu'elle glane pendant les JO, au Avec les rugby. All Blacks. Voilà, c'est Voilà, tout un l'Afrique du travail. Sud aussi. Exactement. Le foot bénéficie déjà de Les suffisamment. Springboks. Je pense que le foot a l'avantage de bénéficier de suffisamment de visibilité parce que c'est un sport, c'est vrai, qui suscite des émotions, mais qui a une fédération internationale qui est très bien organisée, qui a énormément de moyens
Ça, c'est un gros avantage. Mais derrière, c'est un travail de fond qu'il faut faire Très bien. pour tous les autres sports mineurs. Voilà, c'était notre plaidoyer pour les sports dits mineurs quand même. Après, ils vont nous remercier. Ils vont dire merci beaucoup à Live TV d'en parler. On a leur travaillé sorti pour même eux. la stratégie, Exactement. comment faire pour attirer du monde, des sponsors. On a montré ça avec l'organisation. Bon, comme j'aime bien les polémiques, alors je suis allé chercher comment se prononçait le fameux sport dont on parlait. Handball. Écoutez ce que ça me donne. Mais je t'ai dit handball. C'est américain, c'est Ah, anglais. handball. 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 Oui, oui, puisque Dans c'est tous un les mot cas, anglais. handball, ça se joue à la main. Cravassé. Daouda, on aurait parlé de natation aussi qui se fait avec la main. Voilà, ça se joue à la main. Bon, alors question, sondage sur le plateau. Qui a eu une interruption d'électricité dans son quartier de hier à aujourd'hui? Toute la Ok. nuit. Toutes les nuits? Ouais. Toute la nuit. Toute la nuit? Oh, ouais. Ah ouais. Non, chez moi, c'est ça. Ce C'est matin. ce matin. Ouais. Ah non, moi Ce c'est matin. toute la nuit. Non, 7h30, il faut essayer de voir est-ce que la Autour- facture a été et payée. c'est incroyable, c'est autour de 7h30. Vous vous souvenez? C'est 7h30, la dernière fois, il y a 2 semaines, à la même heure. C'est vraiment étrange, en fait. Qu'est-ce qui se Et passe? de ce qu'on a su, la compagnie Voie Électricité a signalé de nouvelles perturbations du réseau électrique dans plusieurs quartiers d'Abidjan depuis le mardi 7 mars 2023. Donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Ces perturbations interviennent après celles du 24 et du 27 février. Le communiqué d'ailleurs qui nous avait fait discuter sur le plateau évoquait donc la question de l'heure. Et dans un tweet, la CIE, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a indiqué que ses équipes sont mobilisées sur le terrain et les travaux sont en cours pour le rétablissement de la situation. C'est une grosse panne d'électricité qui serait due à un incident technique survenu sur le réseau électrique dans quelques communes d'Abidjan, sans autre forme de précision. On dit Ouais. incident technique, mais on a vu les images d'un transformateur. D'installation C'est en- 2 en- en feu. transformateurs qui ont Deux brûlé transformateurs en carrément. On a les images, je pense, on va les voir. C'est pas 2 juste transformateurs qui ont Ouais. brûlé, oui. un incident technique. Voilà. Bon, alors, Kevin, je pense que vous avez dû faire votre niveau De recherche. de recherche quand même. Il y a une coïncidence quand même qui commence à Oui, faire peur. oui, c'est ça. Enfin, après, moi, je sais que dans ma commune, il y en a qui ont parlé de pluie. Je veux dire, hier, il a plu, mais c'était pas non plus un déluge, hein, c'était pas le Ah Cambodge. si, Bah, C'était chaud, non. c'était chaud, Oui, hein. oui, mais c'était pas non plus parce que Oui, enfin, des vraies faudrait rafales. pas. Oui, mais faudrait pas non plus que la CIE se défausse sur les. Mais elle n'a jamais dit hein, dans son Sur les communiqué, il y a Oui, jamais sur la les- pluie qui a été oui, elle n'a évoquée. pas dit sur les intempéries, mais c'est ce qu'on entendait. Et puis, il faut savoir que quand Ah, on il y a parle beaucoup, oui. Quand on parle de coupure de courant, ce n'est pas que des incommodités liées à la chaleur ou même à l'endommagement d'électroménager. Je veux dire, il y a des personnes dont la vie peut être entravée, qui vivent grâce à des appareils à oxygène. Et quand on coupe le courant, bah, leur vie est totalement en danger. Et moi, je suis désolé, mais j'ai trouvé le communiqué de la CIE totalement laconique et expéditif. Il n'y avait pas d'explication assez claire. En fait, c'est toujours pareil. Exactement. Non, mais je Tu vois pense ce que je veux dire? là où il faut nuancer, c'est que j'ai failli dire à un moment donné, on m'a accusé d'avoir ce type de langage. À un moment donné, je dis, la situation était en cours, pratiquement vers 7 h du matin. Sûrement que eux, ils n'ont pas les contours et les pourtours de l'affaire. Donc finalement, il faut rassurer les gens pour dire que leurs équipes sont à pied d'eux pour rétablir le courant. Finalement, on a pu voir, grâce à une vidéo, qu'il y a 2 transformateurs qui étaient en train de brûler. Dieu merci, au cours de la journée, le courant est revenu. Donc, je veux dire, Bon, alors Non, moi là, je pose tu une trouves- question. là, Moi, je pose une où est-ce que question. tu veux aller, La en question fait après moi, Oui. je veux dire, c'est juste un constat. hein. Depuis peut-être 2 semaines, les histoires des transformateurs, il y en a parlé la question de Il y avait le Yamsoko. bateau, Oui. Ouais, voilà, il y avait les transformateurs. plein de On choses, avait eu une coupure pour laquelle on n'avait pas eu d'explication, juste avant le bateau. Et On en ensuite, il y a eu parlait le ici. bateau, Oui. il y a eu le transformateur de Yamsokro, et là, il y a le transformateur d'Abidjan. Bon, il faut quand même. La cyprène. Ça fait beaucoup. Ouais. J'espère que derrière Il y a pas de sabotage? C'est ça. Non, ne se cache peut-être pas une forme de délestage. non, on ne va pas je arriver pense pas jusqu'au peut-être que niveau ça du sabotage. délestage. Mais il est. je- Mais attends, bon, alors Daouda, je suis d'accord. C'est que J'espère les gens seulement- du Yopougon, Voilà. eux ont passé à la pluie. Peut-être qu'à Bobo ou à Cocody, on a passé au délestage. Ouais, parce que nous, on ne Pourquoi cherche vous- pas loin, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. On a vu la pluie, on s'est dit non, il pleut. c'est Alain, là. pourquoi, Non, vous, pourquoi vous imaginez la question de délestage? Parce que moi, j'aurais entendu aussi, entre-temps, Oui. un moment qu'on parlait d'insuffisance de production. Bon, vous parlez de délestage. Qu'est-ce que vous pensez à ça? Non, parce que c'est un peu la ronde des coupures. Tel quartier à partir de telle heure, ensuite c'est un autre qui est plongé dans le noir quand c'est la nuit, etc. Donc, voilà, Alors, on est quand même en droit de Mais s'interroger. Brice, le problème, c'est que la coupure du 24 et du 27, pour le 24, pour ceux qui se rappellent, c'était 70% du territoire qui était dans le noir carrément. Ok. Or, cette coupure de ce matin, c'est seulement circonscrit à Abidjan. Donc, ça veut dire que
On peut pas parler. On peut pas Vous parlez parler. de la coupure de ce matin, mais je peux vous assurer que hier soir, Hier soir, lorsque il y avait nous sortions également de- une ouais, coupure. Il y avait une coupure. Oui. Oui, bah oui. Hier Oui. soir aussi. Ah non, mais hier, mais- à 21h, oui, il y a eu une coupure de Mais courant vous jusqu'à êtes minuit. d'accord, mais vous êtes d'accord avec moi que juste après l'émission d'hier, il y a eu de grosses pluies avec des tonnerres et autres. Et alors? Forcément, non, Donc mais c'est la forcément, pluie. Donc c'est la pluie. oui, ça peut, Et Yopougon, voilà. oui, ça peut créer des situations. Donc aller jusqu'à dire c'est le délestage, je pense qu'il y a problème parce qu'on ne peut pas dire que c'est le délestage dans la mesure où la première coupure c'était toute la Côte d'Ivoire pratiquement, la deuxième coupure c'est pas toute la Côte d'Ivoire, c'était juste un peu Abidjan et puis c'est qu'on appelle ça le Grand Abidjan. Mais cette Ah non, fois-ci, mais moi, je peux vous dire qu'avant-hier, à Yakassé, par exemple, Ben voilà. et à Sikensi, je pense. il y mais avait le une coupure. courant peut, Brice, le courant peut se couper à Mais, n'importe- non, Pourquoi est-ce que quand on va à la station, quand il n'y a pas de gazole, d'essence, on ne dit pas que c'est... Mais On dit seulement qu'il Daouda, n'y a pas de pétrole, il n'y a Comment pas de comment gasoil. tu réfutes la thèse du délestage juste avec ces arguments? Parce qu'on te dit qu'il y a des coupures. Donc, on se pose des questions en se disant certainement qu'il y a une possibilité de délestage. Mais on est Comment d'accord, tu réfutes Mais surtout, que ayant c'est le subi- délestage? surtout si on fait une coupe, Quand on se parle- rend compte que Voilà. avant les 6 derniers mois, enfin les 3 derniers mois, on n'avait n'était pas pas en ce train de parler de cette problème. Oui, situation. on est d'accord. Moi, je suis d'accord vraiment avec vous et j'entends ce que vous dites. Mais pour avoir vécu 2 fois le délestage en Côte d'Ivoire ici, nous tous ici présents, on sait comment le délestage se passait. Le matin, on rationnait Yopougon, le Oui, soir, c'est- on allait rationner. Mais c'est pas ce qui se passe. À un moment Mais c'est ce qu'on donné, est en Parce qu'il train faut de dire. il faut regarder les faits en face. Daouda, Le Mais, délestage attends, mais est je veux différent dire, d'une panne technique d'un transformateur. D'accord, Oui. maintenant, quand la coupure est intempestive, c'est-à-dire quand il y a eu une coupure hier et qu'il y a une coupure très longue ce matin, je veux dire, c'est pas foncièrement débile que de se poser la question de savoir, on espère que Mais- c'est pas du Je délestage. comprends, oui, tu c'est vois. tout à fait normal Oui. de penser ça, mais Mais c'est comme en si tu même nous temps, grondais parce qu'on non, pense... non, arrête. que Hein. ça pourrait Est-ce que être c'est ça. mon enfant que je te Ah. gronde? Mais ce que je veux dire, en même temps, quand tu vois 2 transformateurs en feu, pendant même que les vidéastes ou les reporters du jour sont en train de se chercher, pendant que ça explose à tout va, je peux dire, il faut comprendre que cette coupure, ça peut arriver. Et finalement, c'est revenu. Donc, parler de délestage, je pense que ça fait un peu Monsieur preuve Daouda, de démesure. La coupure d'hier n'était pas liée à ces explosions. Ben si. Ah mais Ah non, bon Daouda. Ben Ça a eu si. lieu ce matin. non, ça a eu lieu ce matin. Mais justement, Cet événement vous a eu lieu ce matin. vous n'avez pas d'électricité chez vous hier? Non, non, non. Parce non. que moi, j'en avais chez moi. Ben voilà pourquoi mais- certains se mais- posent des questions sur les Est-ce Parce questions. qu'il y a que des zones qui n'avaient pas d'électricité. Ce sont des hier à coupures 21 heures. séquencées. Oui. On a parlé de Yakassé à Tobo. C'est ça C'est ça. Yakassé. C'est Yakassé à Tobrou. oui. Voilà. L'avant-veille, hier c'était Yopougon. Ouais. Et puis ce matin, une partie de Cocody, Cocody, etc. On a quand plusieurs même le communes. droit Ah ben, j'ai envie de aussi. se poser des questions parce qu'il ne Exactement. faut pas que, sous le prétexte de faits, voilà, en fait, d'incidents, on soit peut-être dans une forme de délestage qui ne dit pas son nom. On est quand même en droit de se poser des Voilà. questions parce que le travail des journalistes C'est ici, ça. c'est aussi de s'interroger. Voilà. Et comme Et- certains, et tu- et puis je et peux tu- vous et assurer tu que parlais- cette question-là, et tu parlais il y a de- beaucoup c'est d'Ivoiriens dans ce pays qui, Voilà, qui se la posent. qui se Voilà. la posent. Et tu parlais Maintenant, on va de peut-être les rassurer en rationnement. disant, Voilà, ouais. tu parlais de rationnement à un moment donné, mais le rationnement, il est venu lorsqu'il y a eu suffisamment de plaintes et d'interrogations des Ivoiriens qui se posaient la question, mais pourquoi on a des coupures intempestives à un moment donné? Et le rationnement, il est venu après. Il y a eu un plan de rationnement qui est venu après avec un site web et tout ça. Je suis ça, c'est d'accord. venu après les récriminations, l'incompréhension des populations qui se Non, posaient la mais moi, question, je pense- est-ce qu'il y a des lestages ou pas? Et finalement, un plan de A été mis en rationnement place, oui. a été mis en place. Je suis On n'a d'accord, pas eu mais le je veux choix. dire, aujourd'hui, Donc, on a le droit de poser des questions, n'allons mais c'est pas pas le dans cas. un procès d'intention. Mais il n'y a Je aucun comprends. Mais procès. aucun Je procès comprends. d'intention. Ah ouais, mais là, Michel. par contre, Personne justement, n'a faut posé pas- d'intention. non, non, faut Parce pas que donner pour moi, l'impression. je veux dire, Faut pas dès donner l'impression sur le plateau l'instant qu'il y a que- tout le monde qui est en train Non. d'acculer la CIE. Non, non, j'ai pas On dit pose ça. des questions, Non, attention. c'est- C'est normal de se poser la question. Mais je veux dire, quand on a une explication qui est assez claire devant moi, je veux dire, pas clair. moi je vais attendre que la compagnie ivoirienne d'électricité nous dise clairement c'est un délestage. Je pense qu'ils ne l'ont pas dit. Sûrement que dans les heures à venir, ils vont nous Non, dire mais Donc, attends, voici le en tant problème que réglé. d'où la raison pour Mais laquelle attends, on a le droit de se ensemble. poser des Mais questions. je suis désolé, Daouda, en tant que client, je ne sais pas, comment te dire, enfin, tu as une facture CE à ton nom. Donc, en tant que client, tu as le droit de te poser des questions. Je n'ai pas besoin d'attendre que la CE se fonde dans un communiqué pour me rassurer qu'il ne s'agisse pas de délestage avant de me poser la question. Je suis désolé. Bon, on peut tous posons donc la question. Mais moi j'estime que ce n'est pas un délestage, c'est 2 transformateurs qui ont juste brûlé. C'est ton opinion. Voilà. Bon. Non, c'est pas mon opinion, c'est un fait. Oui, non, On mais l'a- non, on l'a les vu. deux Tu n'as pas le transformateurs communiqué ont brûlé aujourd'hui. définitif, Ça, c'est le fait. Mais le explicatif fait, c'est de la qu'il y a eu CIE. une interruption de la distribution d'électricité À hier. 7 heures. Parce qu'il n'y avait pas de Bon, transformateur. moi, je l'ai vu ce Dans matin. d'autres-
Pardon? Moi, j'ai eu la coupure ce matin. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que dans plusieurs quartiers, ça se produit? Et donc, quand il s'agit Bon, alors, on va peut-être pas chipoter sur les termes, que ce soit délestage ou pas. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire, en ce moment, connaît de nombreuses perturbations de la distribution Des d'électricité. incidents répétitifs. Voilà, ok. Voilà. Donc, on a le droit de se poser les questions. Sans explication les claire raisons, pour parce que l'instant. moi, je veux dire, quand on parle d'un transformateur à Yamoussoukro, un autre transformateur, C'est quand même... quand même- C'est un matériel technique, ça peut se... non, mais ça après, peut se gâter. ça n'arrive pas pendant... Bon, peut-être que... Et puis, si ça arrivait, peut-être ça n'avait pas les conséquences qu'on connaît. Mais depuis un moment, vraiment, Daouda, si vous-même, vous imaginez que chez vous, à la maison, il y a le matériel qui peut se dégrader, mais à la chaîne comme ça, si vous avez 2 transfos, vous allez commencer à poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque Et chose puis qui même, pose ça? je veux dire, même s'il y a des transformateurs qui se dégradent, ce n'est pas du ressort des clients. Parce que j'ai l'impression que parce que justement, ce n'est pas un délestage et que ce sont des transformateurs qui sont endommagés, on devrait l'accepter sans se plaindre. à aucun moment, non, alors non, que non, je veux dire, chaque 2 mois, tout le monde s'acquitte de sa facture de CUE. Donc, même si le transformateur endommagé, c'est la cause tangible des coupures intempestives, en tant que client, on peut s'en insurger. Oui, Et même bon, ça, moi, en tant que même ça, client, je me que ce plains soit aussi. si tangible que ça, on est d'accord que ce n'est pas si tangible que ça. D'autant plus qu'il n'y avait pas de transformateur endommagé hier, mais on a eu une coupure. Il y a eu des coupures. Et avant-hier Non, également. vu qu'il corsette tout son argumentaire sur les Sur les transformateurs. transformateurs. Au moins, c'est un fait. Bon, après, il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas de transformateur hier, et puis c'était Bien sûr. Bon, Non, la deuxième, c'était le bateau. non, avant le bateau, il y a eu le bateau, il y a eu le Il y a eu transformateur. Il y a eu le transformateur, Il y a eu autre autre chose. chose. On n'a Il y pas a eu autre chose, d'explication. voilà, et puis après il y a eu, voilà. Donc, Bon, je vais dire... bon, les équipes de la CIE nous disent être à pied d'œuvre, on espère que et puis demain, je voudrais voilà. avoir une jolie pensée, hein, Oui. une jolie pensée, en tout cas pour Les pompiers, les pompiers, et puis au Les agents niveau de la CIE. de Cyprel, donc où il y a eu L'incident. l'incident. Donc on imagine que c'est jamais plaisant Bien sûr. de vivre ces choses-là. Donc on voulait leur dire bon courage à Cyprel, et puis bon courage aussi aux agents de la CIE qui travaillent d'arrache-pied, parce que même si... Bah, encore heureux. Pardon? Encore heureux. Enfin, ils travaillent ouais, pas. mais- C'est pas du bénévolat. Hein. Non, mais, mais arrêtez. Kevin, quelqu'un mais- pouvait Non, mais on mourir. encourage les Quelqu'un- travailleurs, Kevin. Oui, Quelqu'un qui d'accord, travaille, on tu vois, encourage. quelqu'un pouvait mourir en fait. C'est Que pas... vous- mais vous, C'est pas du non. triomphalisme, Enfin, mais on c'est est- c'est des on est- encouragements. non, je sais, mais moi- on a le droit d'encourager Je quelqu'un. sais, mais moi, j'ai pas Voilà. envie de faire de la langue de bois. On sait tous ici que quand tu parviens pas financièrement à t'acquitter de tes factures, on vient t'enlever ton compteur. Donc, voir des agents de la CIE justement travailler à main d'œuvre pour résoudre le problème, j'ai pas envie de les applaudir. Bon, Voilà. c'est des Ils êtres travaillent. humains On les qui ont encourage. failli te blesser, il faut les encourager. Voilà, c'est Non, mais- très bien. Allez, dis bravo s'il te plaît. Non. On les encourage, on les encourage, on les Mais encourage. non, après, j'assume. C'est- On les Ce encourage. n'est C'est pas vrai un que j'encourage. travail- ce n'est pas un travail facile. Mais exactement. Parce que, après, il faut détecter la panne, il faut dans les meilleurs délais, parce qu'il peut prendre 3 jours pour résoudre un problème, ce serait bien dans leur disposition. Mais s'ils le font avec beaucoup plus de célérité, on a envie de leur dire bon courage à la tâche, messieurs. Voilà. De toute façon, c'est important pour qu'on ait de l'électricité. Parce que ce qui pourrait faire rire, c'est qu'on soit en train de dire tout ça. Et vous imaginez, Ça ne peut pas être possible. ça ne peut pas être possible. On espère que demain, on n'aura pas de problème ni d'incident. À 7h du matin. Alors j'ai un message justement des agents de la CIE qui disent « Ah, on connaît chez chacun d'entre vous ». Non, ça va être bien ça quand même, si on recevait ce genre de message. Surtout quand On va à la chez pause. Kevin. On va à la pause, hein, je gagnais 30 secondes pour aller à la pause. On se retrouve juste derrière. On va évoquer dans la vidéo du jour nos amis ENAC, eh bien, à l'école du civisme, à la gendarmerie nationale. On va voir des vidéos, ça va être sympa. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, sans les lunettes en plus. Madame Bleu, c'est ça exactement. Alors justement, dans les yeux de Madame Bleu, c'est pas mal, hein, ça arrive. hein. Des mal, yeux qui c'est ne beau. voient pas Dans bien. les yeux de Madame Bleu, nous avons des messages Oui. de nos amis internautes qui nous font souvent l'honneur de nous partager Qui sont très certains de leurs actifs, points hein. de vue. Oui. Et on a Ange Michel qui dit il y a une coupure d'électricité à Tiasalé aujourd'hui, Non, c'est Non. pas possible. ce mardi 7 Vraiment. mars. Vraiment. Donc comment se fait-il que ce soit quelques communes d'Abidjan alors que à Tiasalé également, qui n'est Bon, pas Abidjan, Très bien. a aussi Certainement que une le coupure d'électricité. transformateur a été lié. C'est hein, un tout- transformateur mobile. Alors. Et il y a également Titi Elogne, très fidèle, qui dit est-ce que ce ne sont pas des sabotages ou bien des entraînements des esprits malins? Bon, esprits malins, c'est un peu fort quand même. Ben, là, au point où nous en sommes, Et il y a quelqu'un Et qui a enfin, dit, Diane- j'ai ouais. pas retenu son nom, elle a Eh dit oui. la CIE n'a pas besoin de tes applaudissements, Kevin. Ça se trouve, elle travaille là-bas. Certainement. Ça va faire rire. qui travaille là-bas. Et
y a Diane C'est son point de Moumouni, vue aussi, rapidement, voilà. c'est C'est ça. son opinion. Et enfin, il y a Diane Moumouni qui dit à quel moment la CIE et la SODECI sont désolées des différentes coupures. La question se pose sur le délestage. Quand à Bouaké, les coupures de cette fameuse semaine est permanente. Bon, peut-être Voilà. le terme Ouais, utilisé c'est et ça. truc. Mais bon, il y a à des ce propos, questions qui se justement, posent. ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi, par exemple, j'ai pas d'eau chez moi. Ah ben voilà. Voilà, parce que les coupures Moi, d'électricité c'est sont revenu cet souvent après-midi. accompagnées. Et c'est toujours Ça veut- accompagné, Ouais. en tout cas pour certaines communes, Ouais. c'est accompagné d'une coupure de. Certainement que la interruption d'eau. station de pompage est liée. Oui, ça, c'est si. ouais. Certains sont liés à l'électricité. Ah ben dis donc. Bon, alors je vous dis et je vous rassure, et parce qu'on me rassure, hein, que la CIE est à pied d'œuvre J'a- pour résoudre j'adore ce au terme. plus vite cette situation indépendante de sa volonté. Voilà. Et je voulais rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Après, je parlais avec le directeur de la communication, hein, quand même. On voulait dire que par notre canal, nous avons rassuré l'ensemble des Ivoiriens que les équipes étaient à pied d'œuvre. Bah, c'est pas un délestage, arrête. Non, je ne dirais même pas délestage, je dirais plus ça. Je le penserais, La peut-être, personne mais je dit qu'elle dirais pas. elle vit en France comme toi. Voilà. Ah oui, d'accord. Poursuivre. Elle connaît On quelqu'un- poursuit. Je parie qu'elle connaît quelqu'un. Merci. Bon, je vous avais évoqué la question des énarques. Donc, 676 auditeurs de la 59e promotion de l'École nationale d'administration. Bien, premier bénéficiaire de ce cycle de formation civique centré autour des modules de formation civique et morale, de formation aux règles et usages, à l'ordre serré et aux activités de cohésion. Bon, allez, c'est pas de voir nos énarques comme ça. Non, Kevin, c'est pas votre avis? Ah non, moi, en fait, c'est bon, c'est très bien comme ça au demeurant, mais moi, ce qui me dérange, c'est le caractère utilitariste qu'on veut arrimer à la chose. Je veux dire, ce n'est pas parce que des énarques ne foulent pas le sol d'une école militaire qu'ils feront preuve d'un civisme fugace, éphémère, ou ce n'est pas parce que, justement, ils sont soumis à une formation militaire qu'ils seront exempts de tout reproche. La preuve, on voit des policiers et des gendarmes totalement véreux qui sont des brebis galeuses. Je veux dire, les noms sont ça regorge de professeurs émérites qui sont capables d'instiller, de diffuser, d'infuser tout ce qui est valeur, comme le civisme, comme le respect hiérarchique. Pour moi, en fait, ce n'est pas très utile. Je trouve que c'est folklorique, quoi. Merci. Voilà. J'avais le mot à la bouche, mais bon, Ouais, c'est du folklore. il a déjà tout dit. Hein. Non, en fait, moi, je comprends, mais moi, j'estime que comme c'est la première, qu'on appelle ça, la première fois que ça s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'ENA, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ce genre de propos, dire oui, c'est folklorique, nous sommes toujours les mêmes à nous plaindre des cadres supérieurs de la fonction publique. Oui, ils ne font pas ci, ils ne sont pas respectueux, il y a des dérives au niveau du langage et autres. Donc, finalement, quand les dirigeants instaurent des réformes de sorte à ce que ces 4 dirigeants de demain partent à la gendarmerie pour aller apprendre les valeurs du civisme, comme ça, les valeurs de la République et autres, pour dire, dans une société aujourd'hui qui est en déliquescence, quand je vois Alain et Kevin qui tout le temps sont en train de décrier la déliquescence de nos sociétés, quand on va former des 4 dirigeants, à un moment donné, il faut savoir tout simplement dire, c'est bien, mais bon, voilà, c'est intéressant. Mais je leur permets de répondre. Oui. Bon, on n'a rien contre des énarques qui se rendent à la gendarmerie, mais si c'est là-bas qu'ils doivent apprendre le civisme, la discipline, la citoyenneté, c'est à se demander ce qu'ils apprennent à l'ENA. Exactement. Parce que c'est l'École nationale d'administration qui forme les meilleurs administrateurs du pays, les futurs sous-préfets, préfets, cadres de préfecture et autres. Donc ne me dites pas que c'est cette science de sport-là qui va Non, les mais amener la séance de sport. c'est pas, Voilà, c'est il y pas avait pas que la que, séance c'est de que sport. réduire ça à une séance de sport, je pense que laissez-moi c'est terminer. très Non, mais je veux dire, méprisant. bon, après, il a jugé sur ce qu'il a vu. Je vous rassure, donc c'est à nous de vous partager l'information. Daouda, Il n'y il avait pas n'avait pas que il y avait pas que la séance de sport, Alain. souffrez Non, quand mais il n'y avait même pas que la que- séance de Non, sport. mais il faut au moins préciser que ce n'est pas que la séance de sport. Voilà. Il ne Non, faut mais pas réduire à c'est quand même ça. la Daouda, liberté je vais le faire, moi, d'expression. je vais le faire. Non, je ne vous embrigade pas. On ne m'a jamais dirigé à dire ce que je dois dire. Donc, je dis qu'à l'ENA, ils apprennent déjà tout cela. Ça, c'est juste une opération de communication. Je ne sais pas au profit de qui, mais je pense que nos énarques ou futurs énarques n'ont pas besoin d'aller forcément à la gendarmerie pour recevoir des cours de civisme parce qu'à l'ENA, ils sont censés recevoir déjà tous ces cours. Alors, non, mais selon Voilà. le commandant supérieur de la gendarmerie, c'est pour apporter également ce qu'ils ont appelé la discipline militaire, M. Alain Toussaint. Voilà. Bon. Qui ne s'enseigne pas à l'ENA. Mais- Voilà. Comme le préfet ou le préfet de région est également le patron de la L'autorité. police sur son territoire, certainement, donc on peut orienter le propos de cette façon-là. Mais dire qu'ils vont là-bas pour apprendre le civisme, moi... Et c'est pour ça que j'avais l'impression que vous n'aviez pas toutes les informations. Voilà, justement. Et donc, j'ai rajouté Non, à parce cela. que, non, j'ai lu, mais Voilà. je veux dire, si on focalise le propos sur le civisme et la discipline,
Je dis que là, on fait fausse route. Mais dire peut-être les attributions des futurs préfets, sous-préfets dans les territoires où ils seront mis en mission, au travers de ce passage à l'école gendarmerie, oui, ça, je peux le comprendre. Donc, Surtout moi, que je- moi, je Ça trouve va. que l'armée n'est pas la panacée de tous les comportements déviants. Et en plus, on pourrait retourner la situation en disant que dans une formation de gendarme, à l'école de police ou de gendarmerie, il n'y a pas que le fait d'apprendre à manier les armes ou des épreuves physiques, il y a aussi la formation académique. Moi, je n'ai jamais vu de gendarme aller prendre des cours académiques à l'ENA, qui est vraiment connu pour son aspect élitiste. Pourquoi on ne pourrait pas aussi le faire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est possible. Voilà. Ce que tu dis, je pense que... C'est possible, mais chaque- ça, on Non, l'a mais je jamais veux Ça dire, n'a pas encore chaque- été fait. Ah, En fait, ça pas encore, dis-toi que dans tous les cas, chaque corps est, comment on appelle ça, est sous la tutelle d'un ministère. Et je pense que le ministère de la fonction publique, dans ce partenariat qu'elle fait avec l'École nationale de gendarmerie, forcément, ça commence quelque part. Et dès l'instant que quelqu'un veut instaurer une réforme, et cette réforme-là, je pense que Alain, Dieu merci, il a reconnu en fin de compte, puisque ces gens vont aller administrer des cités. Reconnu Or, quoi? Qu'il y avait la notion... que ça ne se réduisait la pas seulement qu'à des discipline. séances de Voilà. sport, que... Et Et là, quand pour tu la vois, discipline militaire, on a cette parlé. discipline militaire où des gens vont avoir en charge et des policiers et des gendarmes qu'ils auront sous leur responsabilité, à un moment donné, il faut leur apprendre ces valeurs-là. Parce que quand tu parles à des gens, il faut comprendre leur Bon, code. alors, on Ça va aussi, c'est Daouda important. aussi dans les termes, c'est pas forcément leur apprendre ces valeurs, Oui, parce mais peut-être que- on va dire on peut les renforcer ces valeurs en eux. Oui, ça peut renforcer aider les capacités. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, Parce que- donc tout est, excusez-moi, tout Ouais. est peut-être dans la communication qui est faite de cette séquence-là. Parce que si on avait dit que ceux qui sont là sont certainement, pour la plupart, les futurs administrateurs de territoire, et que pour cela, ils sont amenés à être les patrons de la Mais police, Alain, de la est-ce qu'on a gendarmerie. besoin Fini, de fini. faire Merci. Harvard pour Daouda, savoir fini. cela? Non, mais Fini. attendez, M. Daouda, Fini. tout le monde n'a pas la connaissance infuse comme vous. Voilà. Ah, Ceux qui Dieu regardent la merci. télé- voilà, ceux qui regardent la Tout le monde le télévision. reconnaît. Non, Terminal, excusez-moi, je pense terminal, que j'ai parlé en terminal. français, vous comprenez ce que je veux Oui, dire. je comprends très Voilà. bien. Alain. Donc, mais ceux on qui va regardent la terminer. télévision se limiteront peut-être à ça si on ne leur donne pas des outils supplémentaires pour comprendre à quoi ces jeunes gens et ces jeunes femmes serviront plus tard. Voilà, il ne s'agit pas seulement de montrer des gens en t-shirt et puis dire on leur apprend la discipline militaire. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça, non plus de civisme, parce qu'à l'ENA, ils sont suffisamment outillés Ouais. pour comprendre la C'est société. une valeur qui est déjà voilà. Oui, inculquée honnêtement. là-bas. Moi, j'entends. Bon, là, on t'entend. En fait, vous parlez le même On langage. dit la même chose. Voilà, Voilà, donc on dit on la va même retenir. chose, voilà, la Ce même qu'il faut chose. retenir, c'est que l'information, c'est la suivante. Donc, c'est cette promotion a fait un tour donc à l'ENA pour renforcer ses capacités dans le civisme, mais Merci. aussi également recevoir La donc, discipline la militaire. discipline militaire et bien d'autres. Et bien d'autres, parce qu'il y a d'autres éléments qui seront évoqués là-bas, dont on n'a pas forcément l'ensemble des informations. Donc, retenons les 2 points. OK? Avant de traduire donc la Moi, j'ai envie de comprendre ne pas. Non, c'est juste... Non, mais bon, À et puis bon, en même Il a temps... parlé du non, folklore, non, mais c'est non, tout mais- ça. Non, 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 mais- non, Non, on se- non, on se- non, on se par le dit. exemple, Ne non, réduisez non, pas ça au mais folklore. à côté du pas, vous allez avoir des préfets, des sous-préfets qui vont se déplacer dans des villes qui ont besoin d'être dans d'excellentes conditions de santé. Donc, c'est une petite séance de sport, vous n'allez pas chipoter là-dessus, c'est monsieur. On va Et pas puis- punaise, c'est ça et quand puis le même. civisme et la discipline reviennent, en tout cas dans le discours politique, en tout cas de nos dirigeants qui veulent faire de ces valeurs des valeurs primordiales pour le pays. Et donc, c'est normal que de. Et de si moi j'ai voir envie de traduire des ça en discipline, pour dire on apprend voilà, aux gens à prenez avoir de la ces valeurs. discipline, il y a un chef qui leur dit à gauche, tout le monde va à gauche, on apprend Non, la mais discipline. en fait, on est pas Vas-y. habitué à Le voir vrai ça, problème c'est qui tout, on se est passe d'accord. aujourd'hui, on est dans une société où on le dit clairement, le poisson pourrit par la tête. Dès l'instant que des gens vont aller diriger des gens, d'autres personnes qui eux-mêmes n'ont pas certaines valeurs ancrées dans leur mindset, finalement, comment est-ce que tu diriges d'autres personnes? C'est ça c'est ce qui est le plus important. Et je suis choqué quand j'entends certaines choses parce que finalement, nous sommes toujours les mêmes à dire cette société est irrévérencieuse, la jeunesse n'est pas ceci, qu'on appelle ça, elle est en déliquescence. Mais quand on forme des cadres dirigeants qui ont des valeurs, le sens de la responsabilité, qui vont aller diriger les gens, j'avoue que moi j'ai dit merci et dit bravo pour cette Attends, mais première fois à que... entendre Oui, mais juste je termine. À entendre Daouda, c'est comme si l'École nationale d'administration n'a jamais instillé des valeurs d'exemplarité mais si, aux énarques. on n'a Faut pas dit, arrêter. personne n'a dit ça. L'ENA Kevin, a- personne moi, n'a je dit pense ça. que l'ENA Ce a- que j'ai dit, non mais ce que j'ai Mais dit, tu as parlé, je t'ai pas coupé. non, ce que j'ai dit, Daouda, je laissez termine, parler. je termine. S'il vous plaît, bon, Voilà. allez, on fait une petite pause, s'il vous plaît. Ne parlez pas tous ensemble. Daouda, vous avez la parole. Et Kevin termine, vous avez 5 secondes pour terminer. Oui, D'accord. moi, je termine en une phrase. Je pense que l'ENA, elle seule, peut justement infuser le civisme à ses énarques. Point. Et ça fait Ok. 59 ans qu'elle le fait. Voilà. Oui, mais justement,
quand il y a réforme et que dès l'instant où, depuis des années, ça existe et que finalement, ce sont nous-mêmes, usagers de l'administration publique, on passe notre temps à se plaindre. Quand les gens instaurent des réformes, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont instauré ces réformes. C'est parce que sûrement, peut-être que ça n'allait pas forcément qu'ils ont instauré des réformes. C'est aussi ça qui est important. Donc, prochain passage, les ministres, les directeurs Mais d'administration pourquoi pas le centrale... président pendant que nous y sommes Non, mais attendez, je suis sérieux. Oui. Parce que c'est Est-ce pas, que- c'est est-ce pas que un vous avez dit que ça apprentissage. nous ici, Alain? Daouda, vous avez fini. Daouda, je vais Franchement, mettre au coin, attendez, 30 secondes. franchement, non, je pense qu'il faut apporter une chaise pour Voilà, qu'il pour se Daouda reprenne, au parce coin. que c'est un peu Ben, pénible. ça serait bien pour vous aussi, Alain. C'est pas votre idée, votre idée. Faut pas perturber la prise de parole. Vous Non, terminez mais votre franchement, idée, Alain. soyons Allez-y. sérieux un peu. Terminez votre Je disais que c'est ce qu'on a dit ici à propos de la corruption. On parle des petites corruptions souvent, en oubliant Les quand grandes. même les grandes corruptions. Donc le civisme, ce n'est pas à double standard, c'est pour tout le monde. Donc ceux qui décident, ceux qui gouvernent aussi, devraient aussi subir ces séances de formation au civisme, tant il est qu'elles pourraient être utiles, ces Bon, formations-là. alors, si on est d'accord que ces séances de civisme sont utiles, on va renforcer les capacités des uns et des autres et que cela permet de renforcer les valeurs qu'on connaît déjà à des établissements comme l'ENA pour mettre tout le monde d'accord autour de la table. On dira, ben, c'est une bonne initiative. Après, comment elle se poursuit, quels résultats ça donne, on aura le temps d'apprécier. D'apprécier tout ça. Voilà. Et puis, Et je c'est une voulais- formation de et une semaine, en fait. Je tenais à dire que C'est pas ces juste. images qu'on on a choisi d'avoir que ces images. Voilà, ce n'étaient pas les seules images. Il y a d'autres images qui existent. Voilà. Donc on dit qu'on a passé que les seules images de ça. Il y a d'autres images qui existent, mais on a que celle-là pour illustrer le propos du débat qu'on mène maintenant. Bon, allez, Madame Blais, on se tourne vers vous pour quelque chose de beaucoup moins... De beaucoup moins, termine ta phrase. je cherche un terme... Polémique. Pardon? Polémique. Polémique, Moi, je voilà. me colle à ça en même temps. La solde, ou les soldes, madame. Tu me colles au sujet des soldes. Mais Parce que je parce suis une que- femme. Non, je ne vais pas encore une fois Demain, c'est toucher le 8 mars. Oui, exactement. Mais il y a les soldes, Madame Bleu. Oui. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME informe la population et l'ensemble des opérateurs économiques que conformément aux dispositions du décret que vous connaissez certainement, portant organisation des ventes, soldes et autres formes de vérité équivalentes, eh bien, les premières périodes réglementaires dédiées à l'organisation des ventes soldées de l'année 2023 aura lieu du 10 au 31 mars 2023. Ça commence dans 2 jours, c'est ça? Exactement, dans Ah, 2 bonne jours. nouvelle. Et le ministère des Transports, donc les équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie vont sillonner donc, les magasins pour vérifier si effectivement ces soldes sont respectés. Parce que ce sont des périodes qui sont instituées dans l'année et qui doivent être respectées également par les différents commerces que nous connaissons. Donc, ils vont sillonner ces différents commerces pour vérifier si effectivement les soldes sont appliqués, en tout cas les pourcentages de réduction sont appliqués. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Moi, Voilà. permettez-moi de sourire un peu parce qu'il y a un gars dans mon quartier. Qui a tout le temps solde. Non seulement il est tout le temps solde, mais en plus, chaque fois qu'il y a les soldes, la chaussure coûte 45 000. Il met solde 50 000. C'est vrai que c'est important de le mentionner parce qu'on remarque que pour la plupart des commerces, on remarque que tout au long de l'année, il y a des soldes. Donc finalement, on se pose des questions. Est-ce que cette période finalement de soldes qui est instituée chaque année, en début d'année, en fin d'année, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose si pour la plupart des commerces, on constate qu'ils sont tout le temps en solde? Alors, Bon, le principe des soldes. C'est Alors, vous qui connaissez un peu le milieu, hein, Le milieu est-il vrai que les tarifs affichés parfois ne sont pas réellement des tarifs soldés, quoi? Ben oui, en tout cas. Il y en pour- a qui trichent. Oui, forcément, il y en a qui trichent sur les tarifs. Et en général, c'est les tarifs même que vous voyez sont les tarifs, je veux dire, de base, en fait. Et finalement, lorsque vous-même vous demandez des tarifs forfaitaires et tout, vous vous rendez compte, en fait, que vous avez le tarif de base. Donc, vous payez déjà ce tarif moins cher, mais ils ne le disent pas. Après, la vraie question, c'est quel mécanisme le ministère du Commerce mettra en place pour vérifier que Mais ce sont les agents du ministère du Commerce qui se déplacent. Alors, moi, je mets solde. Oui. Cette tasse qui coûtait avant 15 francs, je mets solde, elle coûte 20 francs. Oui, vous barrez, c'est-à-dire Vous vous barrez barrez 20 et vous mettez 15. Ouais. Et souvent, en fait, le vrai prix, c'est le... C'est ça. C'est ça. le 15. C'est ça, c'est le 15 en fait. Donc il y a beaucoup d'anarchie, malheureusement. Et c'est là où finalement on se dit, est-ce que
ils ont suffisamment d'agents pour faire ces Mais vérifications. derrière, après, on va parler de civisme, on parle des responsabilités. Je crois que le ministère du Commerce, à travers cette opération-là, essaie encore une fois d'apporter une mesure pour alléger la vie des uns et des autres, pour une période. Donc, on aura l'occasion d'avoir des tarifs soldés. C'est pour alléger un peu la vie des gens. Pour ceux qui affichent les prix. Voilà. Oui, parce qu'en plus, Mais l'affichage des prix, l'affichage des prix c'est obligatoire. Normalement, Pas l'affichage des dans prix tous les commerces, obligatoire. en tout cas, moi j'en ai Dans les vu pas marchés, mal, ouais. on ne voit pas cet affichage C'est de ça. prix Mais dans les grandes enseignes, qui on est voit. censé être obligatoire. Oui, dans les grandes enseignes, mais ça devrait être partout, en fait, On finalement. disait que ça devait être... Et puis, c'est un processus en même temps. Ça fait Il y a des longtemps, habitudes ça fait dans- 2 ans, 3 ans. Il y a aussi des abus, parce que je vais juste donner un exemple, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai été dans une période, je ne sais pas si c'est une période de solde, mais j'ai vu dans un article, dans un rayon, je l'ai pris, il y avait donc un tarif soldé qui était affiché et arrivé en caisse, en tapant le code, c'est un autre tarif qui est sorti, évidemment plus élevé. Plus cher. Et la caissière a tenu à ce que je paye ce prix qui est affiché en caisse. Vous voyez, heureusement que c'était qu'un seul article. Admettons que j'en ai pris plusieurs, ben, ce serait passé tranquillement. J'ai dit non, je ne paye pas ce tarif-là parce que c'est le prix qui est dans le rayon qui, pour moi, fait foi. Mais c'est d'ailleurs ce que la Ouais. législation demande. Non, mais c'est ce que vous la loi du ministère du Commerce dit, en fait, dès l'instant que tu vas dans un centre commercial, en Le gros, tarif généralement, le tarif, souvent, c'est 3 000, tu arrives à la caisse, on te dit 10 000. Donc, tu dis clairement, tu ne payes pas. C'est ce qui est affiché là-bas. Mais généralement, comme les gens ne savent pas, ils vont changer le prix, finalement, pour revenir, ce qui n'est pas normal. Sinon, même si ça coûte 1 franc quand tu viens à la caisse, que le prix change, c'est 1 franc que tu payes. Mais Bon, non, après, quand tu n'as pas la possibilité, si le client, le vendeur ne veut pas te vendre ça à 1 franc parce que c'est affiché là-bas et que lui pense que c'est 3 francs, Non. tu vas juste ailleurs. Non, tu n'as pas besoin de partir ailleurs, Brice. Parce que la loi l'oblige. Quand c'est comme ça, tu appelles le numéro vert du ministère du Commerce, il te fait à ce prix. Il y a une brigade rapide. Il y a une aussi. brique. Oui, sérieusement. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Ivoiriens sachent qu'à un moment, il faut faire valoir ses droits. Très bien. Les droits existent parce qu'il faut les exercer. Il faut que tout Ivoirien exerce son droit. Et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'exercer nos droits que généralement, on subit les abus des commerçants à tout va. Est-ce que la compagnie nationale sera en solde aussi, la compagnie aérienne pour aller à en San fait, Pedro? la question à se poser, c'est quel Ce type serait de bien. produits sont concernés par les soldes. C'est ça. Quand vous dites Produits compagnie nationale, alimentaires, permettez-moi d'imaginer. les services, Permettez-moi d'imaginer, vous n'avez pas les compagnies bien sûr, les nationales. vêtements, mais est-ce que les services sont... Non, mais je pense que de dans leur transport, c'est ça Dans leur communiqué, ils ont été clairs. C'est C'est le les, dernier c'est les point sur la commerces, question. c'est les commerces qui veulent faire des soldes. Il y en a qui ne font pas de soldes. Leur prix reste inchangé. C'est le prix normal. Maintenant, Alors, on va si- prier. C'est au bon voilà. vouloir. C'est au bon vouloir du commerçant. Voilà, Voilà. c'est tout. Alors, et puis ça, c'est bien aussi pour écouler des stocks. C'est un peu la ça, des pratique. anciens stocks. Voilà, c'est ça, des anciens stocks. C'est bien pour tout le monde. C'est ce que je dis. Ça va alléger la vie des gens. Compagnie nationale, moi j'aurais rajouté, vous parlez de transport, moi je vais parler d'électricité. Ah oui. Ah, je passe ce truc. L'eau Grande également. actu maintenant. C'est le jingle de la grande actu. On peut avoir un jingle, s'il vous plaît, pour notre grande actu, parce qu'on l'avait hier. Donc, puis depuis qu'il est là, le jingle, on en abuse un peu. Disparu. J'avoue quand même. Allez, grande actu, c'est parti. On évoquait la question de la médecine sportive hier, malheureusement à la faveur du débat sur la disparition du jeune joueur. On a eu l'intervention de Didier Drogba, donc, qui s'était posé la question à quand l'arrivée de la médecine sportive donc en Côte d'Ivoire, médecin urgentiste, ancien interne des hôpitaux, enseignant bénévole et conférencier. Nous sommes en ligne, je pense, avec Dr Ousmane Chérif. Très très bien. Alors, cette médecine sportive, est-ce qu'elle existe en Côte d'Ivoire? On fait un petit tour du débat sur le plateau avant de parler avec notre invité. Oui, je pense que la médecine sportive existe en Côte d'Ivoire. Je me souviens, hein, quand j'étais plus jeune, je crois, très jeune d'ailleurs, on parlait d'un certain docteur Constant Roux, qui, Ah ouais, je connais bien. qui était l'un, je crois, des précurseurs, en tout cas l'un des responsables de la médecine sportive. D'ailleurs, je pense même que c'est la loi qui l'exige. Hein. Toutes les fédérations sont arrimées à des structures qui leur permettent de surveiller, vérifier l'état de santé de leurs athlètes. Très bien. Voilà, donc la médecine sportive existe, seulement c'est l'implémentation qui interroge. Quand Didier Drogba, dans son tweet, parle de CGE, de tests d'effort, etc., est-ce que les structures qui existent sont vraiment équipées, outillées pour permettre à ces footballeurs, à ces handballeurs et autres d'être suivis? D'accord. Docteur Ousmane Chérif, bonsoir. Vous êtes en ligne en direct avec nous. Vous nous entendez très bien, docteur? Oui,
allô, bonsoir, je m'entends. Très bien. Alors, docteur, la question, hein, c'était la médecine sportive. Comment se définit-elle en Côte d'Ivoire et quel est l'état des lieux de cette médecine sportive? Alors, la médecine sportive, c'est la médecine qui est en charge liée au sport. Docteur, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, sport. pour qu'on puisse bien vous entendre. Vous m'entendez? Allô? On vous entend beaucoup mieux maintenant. Voilà, je disais que la médecine sportive, c'est la science médicale qui étudie la psychologie, la biologie, la physiologie en rapport avec le sport. Donc, tout ce qui est en rapport avec la santé et le sport est pris en charge par la médecine sportive. D'accord, la question c'est est-ce qu'elle existe en Côte d'Ivoire et quelle est son importance? Oui, elle existe en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Il y a un service de médecine du sport. Il y a le professeur Dassiri, qui est l'un des doyens de la médecine du sport, qui est actuellement conseiller du président de la FIF. Il y a une commission du sport à la Fédération ivoirienne de football. Dans pratiquement toutes les fédérations, il y a une commission de médecine sportive. Donc ça existe très bien. Alors, si je me réfère par exemple au tweet de monsieur Drogba, Oui. il a peut-être souhaité ou peut-être constaté que cette médecine-là n'est peut-être pas très active. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Opérationnel. Opérationnel. Alors, je ne voudrais pas réagir de façon normalement au propos de Didier Drogba. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que dans toute amélioration, il y a quelquefois des failles qui sont constatées au cours de certains événements. Ce décès qui est regrettable nous rappelle encore une fois qu'il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement du service médical de la vie. C'est vrai que les responsabilités sont partagées. Le joueur et son agent ont une part de responsabilité. Les clubs de football ont une part de responsabilité. Mais il faut aussi reconnaître que la Fédération ivoirienne de football a aussi une part de responsabilité. Très bien. Et selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la médecine sportive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisqu'elle existe déjà? Alors déjà, oui, déjà les protocoles qui sont faits ne sont pas bons à mon sens. Ah ben voilà. Je rappelle que je suis médecin urgentiste, mais en dehors de ça, j'ai aussi un diplôme qui est fait par la FIFA pour la médecine du sport. Donc, il y a certains protocoles que moi, je trouve vraiment aberrants actuellement. Par exemple, le protocole de la Quel durée Protocole du... d'évacuation. Le protocole d'évacuation, commencez par lui. Déjà, le protocole d'évacuation. Mais avant ça, le protocole même de délivrance de certificat, il y a un Aptitude. certificat qui s'appelle le certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. C'est un certificat qu'on délivre pour tous les footballeurs qui veulent avoir une licence en Côte d'Ivoire. Ok. Malheureusement, l'organisation de ce certificat-là n'est pas bien entourée. De sorte à ce que c'est un certificat qui n'est pas régulé par la FIF elle-même. Mais au-delà de ça, c'est un certificat, c'est vrai qu'il doit dater de moins de 3 mois, mais lorsqu'on le fait, il est valide pendant un trop long moment. Vous savez, la santé, ça change très rapidement. Quelqu'un peut ne pas avoir une maladie il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, et il peut avoir une pathologie cardiaque qui peut se venir après. Donc je pense que l'organisation de ce certificat-là doit être revue de fond en comble. En plus, le protocole d'évacuation, c'est un protocole qui doit être revu aussi. Aujourd'hui, la médecine d'urgence, les réanimateurs doivent être véritablement impliqués sur des pathologies comme ça. Lorsque le malade tombe, lorsque le joueur tombe sur le terrain, l'organisation actuelle est trop peu efficace. C'est pas la première Est-ce que vous fois. estimez par exemple qu'il y a un seul docteur qui est sur le terrain, donc si lui doit accompagner par exemple le joueur qui a fait un malaise, la rencontre se retrouve sans médecin par exemple. C'est ça que vous dénoncez? Voilà, il y a un médecin de match et il y a un médecin de chaque équipe. D'accord. Mais moi, la question D'abord, que de façon Je théorique, termine. oui. Allez-y. La question que je voulais poser, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de l'évacuation. On a vu notre compatriote Cheikh Tioté qui a perdu la vie à Tottenham. On a vu d'autres joueurs qui sont décédés sur le terrain. Pourtant, c'est de grandes compétitions où il y a tous ces médecins. Est-ce que, quand vous parlez de l'anarchie au niveau de l'évacuation, de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ce que vous dites et ce qui s'est fait ailleurs aussi? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les décès sont inévitables dans le monde.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a un accident sur la route, par exemple, qu'on va dire qu'on ne va plus respecter le code de la route. Donc, ce n'est pas un alibi. Le fait de dire qu'il y a des décès partout dans le monde, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas revoir le protocole quand on sent une défaillance. De toute évidence, le système actuel est défaillant. Donc, les défaillances, comme je le dis, je n'accuse pas vraiment un service en particulier. Les responsabilités sont véritablement partagées. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais le joueur et son agent, on ne donne pas de responsabilité. Mais très bien, docteur. Est-ce que dans le cas du joueur du Racing Club d'Abidjan, est-ce que dans son cas, Oui. la présence d'un défibrillateur sur place, sur le terrain, aurait permis de lui sauver la vie? Est-ce qu'il y avait un défibrillateur, par exemple? Il y a deux questions dans votre question. Déjà, on ne peut pas parler ici sur ce plateau de la cause du décès de ce joueur, parce que ça fait partie des secrets médicaux, on ne peut pas en parler. Voilà. Mais au-delà de ça, les clubs de la Ligue 1 n'ont pratiquement pas de matériaux de premier secours. OK. Ils ne le possèdent pas. Donc, même si ce cas se répétait demain, tout porte à croire que l'issue serait la même. On aurait le même scénario. Exactement. Bon, c'est possible en tout cas. Moi, la question, docteur, c'est que vous avez toutes ces belles et grandes idées. Quelqu'un disait hier, c'est quand un accident se produit qu'il y a une levée de bouclier. Est-ce que par exemple, vous avez, avec toutes ces bonnes idées, approché la FIF, approché les clubs pour attirer l'attention, pour tirer sur le sonnette d'alarme, pour dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la médecine sportive. Est-ce que ça a été fait? Alors déjà, il faut rappeler que le club dont je suis le responsable médical vient de monter en première division. La première division est un peu plus organisée que la deuxième division où l'anarchie dont je parle est encore plus grave. D'accord. Ici, nous sommes en train de faire des propositions. Les propositions avaient déjà été faites au préalable. Je rappelle que le président de la commission de la médecine sportive, Dr Kwasi, est quelqu'un dont on connaît et qui est informé de beaucoup de dysfonctionnements. Le médecin de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il est responsable de choisir un certain nombre de médecins selon des qualifications pour les affecter aux différents matchs. Ils sont tous informés. Moi, à mon humble avis, avec un peu de volonté, on peut réorganiser les choses. Très bien. Merci docteur. Merci de votre intervention ce soir à propos donc, de la question de la médecine du sport. Vous êtes médecin, urgentiste, enseignant, bénévole et conférencier. Vous avez bien voulu partager votre expérience avec nous ce soir sur notre plateau. On vous dit merci. C'est parti. Ouais. Alors, voilà. oui, écoutez, hier, c'est ce que nous disions déjà sur ce plateau. Il a parlé d'anarchie. Hier, je parlais d'amateurisme. Vous voyez, sans insulter ceux qui dirigent des clubs ou sont dans les instances dirigeantes de notre football. Mais je pense qu'il faut que ceux qui sont en capacité de prendre des décisions comprennent que la pratique du sport de haut niveau n'est pas inconciliable avec des infrastructures, notamment sanitaires, qui permettent de contrôler la santé, la sécurité des athlètes. Des prises en charge voilà. rapides. Et le médecin qu'on a écouté l'a dit. Et lui-même, il fait partie d'un club de première division. Et cela est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'ailleurs, ces drames sont arrivés que nous devons excuser ce qui survient chez nous. Et je pense que peut-être s'il y a une enquête de police ou d'autres investigations, nous saurons de quoi est décédé ce footballeur qui avait été refusé au Goliba de Bamako, mais qui a eu quelques semaines après l'autorisation de pratiquer son sport favori en Côte d'Ivoire. Donc il y a quand même des interrogations que nous pouvons nous poser légitimement. Quelqu'un a un autre point à 30 secondes? Bon, on va juste retenir qu'il y a des efforts à faire. Donc au niveau de la médecine du sport, certains peut-être l'appellent de tous leurs voeux, d'autres disent qu'elle existe, mais une chose est sûre, il y a un vrai besoin de renforcement, d'amélioration. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il y a des choses à faire pour que cette médecine du sport-là soit beaucoup plus efficace. On marque une courte pause et juste derrière, on a un invité qu'on reçoit sur notre plateau. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, en compagnie de Kevin Aubin, d'Alain Toussaint, de Mme Edith Bouble. Et nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk Dr Atebi, parce qu'elle dit que vous êtes chirurgien dentiste, et avec d'autres spécialités que je vais... J'aurais pu prendre 2 jours pour parler des spécialités que vous avez. On va retenir que vous êtes chirurgien dentiste. Votre présence sur notre plateau se justifie par le fait que vous organisez donc un événement qui s'appelle le chirurgien dentiste à l'ère du numérique, prenant le train en marche. Alors, qu'est-ce qui justifie l'organisation de cet événement, par exemple? Alors, bonsoir. Donc, cet événement est
organisée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Donc, c'est une activité qui se fait chaque 2 ans. Donc, cette année, le Conseil de l'Ordre a fait le choix de la ville de Bouaké stratégiquement pour sa situation géographique qui est centrale. Donc, c'est un événement qui invite tous les chirurgiens dentistes à venir participer aux formations scientifiques et aussi aux mises à niveau. Donc, voilà. Le chirurgien dentiste À à l'ère l'ère du du numérique. C'est vrai Quel qu'il n'y a est- plus, aujourd'hui- les anciens appareils C'est ça. traditionnels. Ce Là, que on je- utilise d'autres. Ce que je voulais demander, quelles sont les dernières évolutions technologiques apportées au secteur des chirurgiens dentistes, en fait, et qu'on Il y a- devrait connaître? Il y a plusieurs évolutions. Je prends l'exemple aujourd'hui des empreintes dentaires. Donc, la pâte qu'on mettait avant dans la bouche, aujourd'hui, voilà, se fait avec une caméra numérique. OK. Voilà, et nous avons les images en 3D. Très bien. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, et avant, le médecin dentiste, le chirurgien avait besoin d'utiliser, donc je parlais du matériel traditionnel vraiment qui devenait archaïque. Aujourd'hui, vous utilisez donc les nouvelles technologies pour pouvoir faciliter un tout petit peu les opérations. Et je crois que c'est très important. Oui. Docteur, on sait qu'en Afrique, dans notre pays évidemment, très peu de personnes ont accès aux soins bucco-dentaires. On sait également que la bouche est le siège de plusieurs maladies. Comment est-ce que vous considérez la prise en charge des populations les plus démunies? Comment est-ce qu'il y a des facilités qui sont faites à ces personnes-là? Déjà par la prévention, beaucoup de prévention. À cette occasion, justement, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le 20 mars, nous organisons également le CC14, donc qui est le centre de consultation et de traitement des soins dentaires à l'université. Nous organisons des consultations gratuites. Donc nous appelons la population à venir se faire dépister, ne pas attendre d'avoir les maladies plus graves avant de venir. Est-ce que ces soins, par exemple, par ce que vous appelez par les nouvelles technologies, sont plus accessibles? Parce que déjà, les soins traditionnels, les populations y ont difficilement accès. Maintenant, vous faites appel aux technologies, ça doit être forcément plus élevé, non? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le numérique, de toute façon, est dans beaucoup de domaines. Donc, le chirurgien dentiste n'est pas en reste. Donc, nous utilisons les nouvelles technologies. Ça ne fait pas forcément les soins beaucoup plus chers. Au contraire, ça nous fait gagner du temps et puis faire en sorte que les traitements soient plus accessibles. Alors, juste rapidement, Kevin, alors concrètement, ça signifie quoi? Parce que quand j'entends parler de technologie, est-ce que le patient est en physique en face du médecin ou bien à distance, il peut être consulté? Le patient peut être consulté à distance. Donc, pour ce qui concerne les consultations et les suivis de traitement, il peut être consulté à distance. Mais de toute façon, la chirurgie dentaire reste quand même un métier mécanique. Nous pouvons toujours soigner les patients au sein de nos cabinets avec tous les instruments dont Brice parlait tout à l'heure. Mais le numérique a quand même sa place, notamment pour tous les moyens de prévention, de diagnostic et de traitement de suivi. Pardon, Parce que quand il entend bucco-dentaire, bon, il est effrayé, il a peur des dentistes. C'est plus parce qu'Alain Toussaint, il croit encore l'opération du Saint-Esprit. Vous restez à la maison, on fait une opération, on reste à la maison. Non, à distance, on peut consulter. Oui, mais, consulter à distance. mais pas les opérations. Donc, voilà, Non. Mais bon, on a bien à compris. distance. Kevin, j'ai une question. Oui, c'est vrai que vous parliez de numérique. Le numérique encadre aussi le côté digital. Comme Alain l'a dit, justement, les Africains n'ont pas la culture, en tout cas du dentiste. Et contrairement à la chirurgie dentaire, les chirurgiens esthétiques ont pu se faire une place parce qu'ils ont digitalisé leur activité. Est-ce que ça vous arrive en tout cas avec les autres de le faire aussi? Bien sûr. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous parlez d'esthétique. Aujourd'hui, la chirurgie dentaire a vraiment un penchant sur l'esthétique. Tout à l'heure, je parlais de prévention. Chez nous, en Afrique, les gens, ils attendent d'avoir mal avant de venir consulter. La chirurgie dentaire, c'est pas que j'ai mal, je vais voir le dentiste, il m'arrache les dents. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut vraiment miser sur l'esthétique. Aller, par exemple, faire tout ce qui est éclaircissement dentaire, tout ce qui est facettes esthétiques dentaires, orthodontie.
Donc, je suis spécialiste pour l'alignement des dents et voilà, le repositionnement Pour des revenir mâchoires et juste tout sur ça. les facettes, une dernière question. Oui. Est-ce que, ici en Côte d'Ivoire, vous particulièrement, est-ce que ça vous arrive de faire des facettes? Bien sûr. D'accord. Donc on peut se faire des facettes dentaires en Côte d'Ivoire. Il y a le plateau technique disponible, il y a des chirurgiens dentistes performants, qui sont formés pour faire des facettes dentaires. Peut-être pour ceux Docteur, qui ne savent pas c'est quoi les facettes, on peut expliquer les facettes. Madame, Oui. elle est mieux placée pour nous. Les facettes dentaires, en fait, ce sont des dispositifs esthétiques, prothétiques. Donc, on va coller uniquement sur les dents, par exemple, qui ont des problèmes de taches ou de forme, ou même des personnes qui souffrent de diastème, donc d'espace au niveau des dents, pour combler au fait ces déficits-là et faire en sorte que la personne ait un sourire. Éclatant. On le garde Voilà. combien de temps? Ça peut être à vie. À vie. Ça coûte cher. Ouais. Ce sont des soins de luxe. Esthétique. C'est- L'esthétique Je pense coûte autour cher. de C'est 5 l'esthétique, millions, c'est de 5-6 l'esthétique. millions. Bon, ne choquez pas, ça dépend, mon cher Kevin, ça dépend. Mais après, c'est de l'esthétique, c'est de l'esthétique, on va retenir ça. Docteur, 3 idées reçues. Hein. La première idée, justement, à propos de l'éclaircissement dentaire, ce fameux blanchiment, est-ce qu'il est conseillé en même temps? Parce que de ce que j'ai dit ici, on avait évoqué la question de ça rend les dents sensibles, là, on pose des questions de patients à un docteur. Alors après, ça va dépendre des produits utilisés. Nous, en cabinet dentaire, les produits utilisés pour l'éclaircissement dentaire, donc on parle d'éclaircissement dentaire, non pas de blanchiment. C'est quoi la différence après? Alors, au fait, le blanchiment en tant que tel ne va pas vraiment exister parce que le blanc, on est d'accord que, comme votre tasse, c'est du blanc. Et la couleur des dents, c'est ivoire. Et on va avoir des teintes plus ou moins claires. Chaque fois qu'on parle de Ça doit être la blanchiment, sauce graine. et chaque fois qu'on parle de blanchiment, d'ailleurs, ce terme-là n'est jamais trop bon. Et donc, ça dépend des produits, c'est bien noté. On a entendu dire qu'on n'arrachait plus les dents, docteur. Si, on arrache encore les dents parce que quand elles ne sont plus bonnes dans la bouche, On on disait va qu'on les tuait les nerfs. On m'en a arraché. Vous avez jamais entendu on m'en a l'expression on arraché tue les 2 nerfs dernièrement. pour éviter donc, qu'on l'arrache, par Alors, exemple. oui, On en arrache le toujours. problème c'est que si la personne vient consulter trop tard, quand on ne peut plus vraiment rien faire, on est obligé d'extraire la dent. Extrait. Mais sinon, nous, notre objectif principal, c'est de sauver les dents et de les maintenir dans la bouche. Est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens sont beaucoup plus rassurés par les dentistes en ce moment? Oui. Très bien. Est-ce que vous connaissez l'expression mentir Alors, comme je un vois arracheur de tomber à dents? ça. Alors, oui, Alors je dites-nous connais. pourquoi, comment est-ce que c'est Je né? connais cette expression. Par contre, nous, aujourd'hui, nous sommes des médecins dentistes. Nous ne sommes plus les arracheurs de dents. Ah, très bien. Donc, ça, c'était... Et vous n'arrachez plus les dents dans les mêmes conditions qu'avant. On Exactement. mettait un marteau et on Voilà, tirait le truc. d'où les nouvelles technologies C'est ça. qui interviennent dans nos cabinets aujourd'hui. Pour revenir à votre événement, docteur, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Les spécialistes se réunissent. Les spécialistes se réunissent donc à Boaké les 10, 11 et 12 mars, donc cette semaine, à partir de vendredi, pour débattre des différents sujets et aussi bénéficier des communications scientifiques donc, concernant des chirurgiens dentistes. Est-ce que les populations de Boaké bénéficieront de la présence de tous Alors, ces... justement, la population de Boaké va bénéficier de consultations lors des journées mondiales de la santé bucco-dentaire le 20 mars. Très bien. Docteur, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Je pense qu'on est tellement rassurés qu'on vous suivra à Boaké. On sera à Boaké pour accompagner donc cet événement, le chirurgien dentiste, à l'ère du numérique. Prenons le train en marche, c'est important d'ailleurs. Merci beaucoup. Jean-Marc Seka présente le JT. Nous, on se retrouve juste derrière pour la suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Jean-Marc Seka présentait, j'ai envie de dire exceptionnellement, le JT 19h45. Aujourd'hui, on l'a retrouvé avec beaucoup de plaisir. Sur le plateau du Grand Talk, pour ceux qui nous rejoignent, il y a M. Daouda Koulibaly, il y a Mme Élie Gros-Bleu, il y a M. Alain Toussaint. Et nous a rejoint M. Traoré Moussa. Il est membre du Comité national des droits de l'homme, ancien président de l'UNJCI. Donc, président, c'est président. Et vous êtes sur notre plateau ce soir, M. Traoré, à la faveur donc de la parution de cet ouvrage, Général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui vous emmène à vous intéresser au pilote d'Houphouët-Boigny? D'abord, merci. Vous découvrez son parcours exceptionnel, va sans dire. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour présenter cet ouvrage. Pourquoi j'écris sur le général Koulibaly?
Parce que j'ai fait le constat que ces derniers temps, on célèbre trop d'anti-valeurs, trop d'anti-héros. Je pense qu'il est temps de mettre en exergue ceux dont le parcours peut inspirer les jeunes générations. C'est pour cela que, ayant côtoyé le général Coulibaly depuis l'année 2000, ayant vu son parcours, ayant vécu pratiquement dans son intimité, je pense que son exemple pouvait inspirer les jeunes générations. C'est pour cela que j'ai écrit. Qui est le général Coulibaly, M. Traoré? Le général Coulibaly, c'est un enfant unique qui est parti de rien, qui a gravi tous les échelons pour devenir le pilote du président Houphouët-Boigny. Et ça, pendant 22 ans, sans discontinuer. Et son parcours est en dents de scie. Parce qu'avec Houphouët-Boigny, il était comme un demi-dieu, c'est-à-dire le pilote du président, le commandant du GATL et ensuite le directeur général de la compagnie nationale d'aviation. Et donc, à l'époque... Il avait 3 casquettes. Hein? Il avait 3 casquettes. Donc, vous voyez, à cette époque, depuis les années 72 jusqu'à 1993, au décès du président Houphouët-Boigny, c'était quelqu'un qui était un intouchable. Et après, quand le président Houphouët-Boigny meurt, il descend jusqu'au creux de la vague. Et il est dégommé de tous ses postes. Et il n'avait même pas à un moment donné un bureau à Abidjan. Et il est resté dans le sous-sol jusqu'au coup d'État de 1999. Et après le coup d'État, Il réapparaît dans le CNSP. il réapparaît encore au sommet. Dans le CNSP, oui. Lorsque la transition finit de façon calamiteuse, il redescend. Et pendant les 10 ans de la refondation, c'était encore le chemin de croix. Et quand Ouattara arrive, encore au sommet. Donc, vous voyez, son parcours est en dents de scie. Et donc, quand je le pratique au quotidien, je constate que malgré les heures et malheurs, il demeure serein, il demeure humble, non revanchard. Et quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, je me rends compte que c'est quelqu'un qui vient de loin et dont le parcours peut inspirer les jeunes générations. Oui, vas-y. Allez-y, Edith. Au quotidien, puisque vous l'avez côtoyé depuis les années 2000, vous avez déjà parlé d'humilité du personnage, mais au quotidien, vous qui l'avez fréquenté, comment est le général? Parce que c'est vrai qu'on le voit en général à distance, à travers les médias, on voit une stature ferme, imposante. Bien sûr, c'est un homme d'armée, un pilote, mais comment il est au quotidien? Le général Coulibaly, de loin, on peut croire que c'est quelqu'un qui est peut-être hautain, gonflé, mais à la vérité, quand vous l'approchez, vous découvrez que c'est un homme humble, d'une humilité incroyable. D'une humilité incroyable. Et il ne fait pas de distinction entre ses travailleurs et les officiers et toutes les personnalités qui l'approchent. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction entre les hommes. Il copie textuellement ce que faisait son inspirateur Houphouët-Boigny. Moi, pratiquement, il m'a pris comme son fils. Moi, je viens chez lui sans rendez-vous. Si je veux venir à 6h, je viens à 6h. Si je veux venir à 22h, je viens à 22h. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas prévenu qu'il va commencer à... Non. Comment le lien s'est fait entre vous? Comment vous êtes rencontrés pour que vous vous attachiez? Nous nous sommes rencontrés quand même dans une période de difficulté. Parce qu'il faut dire que c'était en 2000, après le coup d'État, à un moment donné, quand le général Guy Robert voulait confisquer le pouvoir et que le général Palanfo et lui étaient en désaccord. Donc, il a dû se réfugier à l'ambassade du Nigeria. Donc, pendant cette période de difficulté, son épouse cherchait quelqu'un pour porter sa voix. Et c'est là qu'elle m'a rencontré en tant que jeune journaliste et reporter pour que je puisse porter la voix de son mari. Et c'est à partir de là que j'ai fait sa connaissance. Donc, depuis cette époque, j'ai commencé à le côtoyer et j'ai commencé à remarquer ses faits et gestes. Et je pense que son parcours était un enseignement. Mais combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre? Bon, c'est à partir de l'année 2003 que j'ai estimé qu'il fallait qu'on écrive. Il fallait qu'on écrive parce que quand nous regardons autour de nous, nos valeurs, il n'y a pas d'ouvrage sur les grandes personnalités comme Philippe Gourgoyassé, Joël Wogné. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de traces écrites. Il n'y a pas de traces écrites. Or, quand vous allez en Europe, mais dans les librairies, mais n'importe quelle personnalité que vous voulez découvrir. Il y a 3, 4, 5 ouvrages d'autobiographie. Et donc, j'ai vu que le parcours du général Coulibaly était exceptionnel. Il fallait qu'on laisse quelque chose pour les jeunes générations. Alors, quels sont les matériaux que vous avez utilisés, la méthodologie? Est-ce que c'était des entretiens ou alors vous avez fait le travail sur la base de documentation? Bon, la particularité de mon ouvrage, c'est que le général Coulibaly et moi, on ne s'est pas assez pour dire qu'on faisait un livre.
Lorsqu'après 3 ans de fréquentation, en 2003, je lui ai proposé d'écrire un livre. Il m'a dit que non, il n'était pas question que lui il participe à la rédaction d'un ouvrage. Et il dit qu'en tant que disciple de Foubaï, le père de la nation leur a dit qu'on n'écrit pas sur soi-même. Et donc lui, il m'a invité à Paris. Et en partant en tant que jeune journaliste, j'ai préparé près de 200 questions. Parce que j'avais mon projet. Et à Paris, je lui donne mon questionnaire. Il dit non, il n'est pas question que lui réponde à des questions. Et donc, moi, je n'ai rien dit. Depuis cette époque, j'ai commencé à noter les confidences. Donc, que nous soyons au sport, à la maison, souvent en vacances, même à la plage. Quand il me lâche une confidence, quand je viens à la maison, je résume en 10 lignes et je m'envoie par mail. Donc, j'ai commencé ce travail en 2003. Et c'est vers 2020 que j'ai sorti le fichier. J'ai vu qu'il y avait une tonne d'informations. Et donc, j'ai regroupé en chapitres. Quand j'ai fini d'écrire, je suis venu lui remettre le manuscrit. J'ai dit, ah, tonton, j'ai écrit un livre sur toi. Il dit, mais à quel moment, comment ça? Il ne comprend pas. J'ai dit, tiens, il faut lire. Il dit, non, il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire parce que lui, là, en tant qu'officier général de l'armée, il a une obligation de réserve. Donc, lui, il ne peut pas contribuer à la rédaction d'un ouvrage sur lui. Si lui lit le livre, toutes les confidences risquent de disparaître. Mais néanmoins, il m'a dit, bon, vois avec madame, si elle peut accepter de lire, tant mieux. Et donc, je suis allé voir son épouse. Elle, comme elle est enseignante de formation, elle a accepté de lire. Et donc, elle a exercé son droit de censure. Le produit fini, je suis encore venu remettre le produit fini au général Koulibaly pour qu'il exerce enfin, il jette enfin le dernier coup d'œil avant que le général à l'imprimerie. Il dit, il ne peut pas lire. Je dis, ok, donc moi je vais à l'imprimerie. Mais le jour où il a découvert le livre, j'avoue que le jour-là, je n'ai pas dormi. À chaque heure, il m'appelait, jusqu'au matin. Il dit, mais à quel moment? Il dit, ah, je t'avais donné pour lire. Donc voilà un peu. Mais finalement, quand vous parlez d'anecdotes, quelle anecdote du général Koulibaly qui vous a le plus marqué? Alors, moi, je vais évoquer là, une question. À la page 51, vous évoquez donc, la question de tirer au général un fou rire. Vous lui raconter plusieurs fois la même histoire, vous dites. Laquelle? L'histoire du Sénufo et de son épouse est abourée. J'ai lu, il y a une anecdote pour faire rire le général, il faut lui raconter la même histoire. Ouais, bon, en fait, souvent quand je vois qu'il travaille une période un peu difficile ou bien il a une mine un peu, donc je raconte la même blague qu'il adore, qu'il affectionne particulièrement. Celle de son oncle maternel. Celle de moi, mon oncle maternel. C'est ça. En fait, c'est un peu à Bounois. Vous savez que moi, j'ai un côté, c'est nous fait un côté à Bouré. Et donc, j'ai un oncle, quand on est à table en train de manger, il dit, mais écoute, tu vois, les malinqués là, ils ont pris toutes nos richesses, ils ont pris toutes nos femmes. Mais il oublie que moi-même, que je suis en train de manger avec lui, mon père est malinqué. Donc, quand j'ai raconté cette histoire au général, il éclate de rire chaque fois. Donc, voilà un peu. Bon. Mais quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué? Il y en a tellement, je ne sais pas, il y a tellement d'anecdotes. Le livre n'est fait que d'anecdotes. Donc peut-être, je ne sais pas, je vais prendre au hasard. Peut-être là, il y a une anecdote où il a pu transformer ses ennemis en amis. Vous savez, pendant la crise post-électorale, il y avait un blocus du Golf Hotel, tout le monde savait ça. Mais il y a un deuxième blocus que personne ne savait. La résidence du général Koulibaly était placée sous blocus. Donc les forces pro-Babo, soupçonnant le général Koulibaly de rouler pour Ouattara sans aucune preuve, ont décidé de venir placer 2 groupes de militaires de part et d'autre de sa maison pour avoir le cœur net. Et donc, on a placé une dizaine à gauche, une dizaine à droite. Donc, il ne peut même pas sortir, il est surveillé comme du lait sur le feu. Il a constaté que vers le 3e jour, la hiérarchie militaire a oublié de donner à manger aux gens qui sont là. C'était une période de crise. Alain, vous savez ça? C'était une période de crise. On a oublié 10 personnes. Il faut nourrir les gens sur le front. On a oublié les 10 qui sont ici. Donc, vers le 3e jour, les gens avaient faim et soif. Et le général demande à sa cuisinière de leur donner à manger. Ah, de leur donner à manger, de l'eau, prenez mes toilettes également, nettoyez-vous. Mais après cela, les gens disent, bon, général, bon, écoute, nous, à partir de maintenant, nous, on est là pour ta sécurité. Et donc, moi, j'allais dans la chez lui, et j'arrive, les gens me soumettent à une fouille. J'ai dit, mais pourquoi me fouiller? Ils disent, non, ils sont maintenant là pour la sécurité du général Koulibaly. J'ai dit, ah bon? Et je rentre chez lui, j'ai dit, mon général, comment tu as fait? Il dit non, c'est parce que je leur donne à manger. Et donc, dans cette période d'incertitude, là où tous les coups sont permis, ils sont maintenant à mon service. Donc, voilà comment l'art de transmettre ses ennemis en amis a fonctionné. Alors justement, cette anecdote rejoint la question que j'allais poser. On voit que les périodes de gloire, entre guillemets, ou de grâce et de disgrâce épousent un peu l'évolution des contextes politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que le général Koulibaly était un militaire apolitique? Ou est, pardon. Non, le général Koulibaly, regardez son cheminement, il est très loin de la politique.
Et il n'est pas comme ceux qui me disent chaque fois qu'ils se retrouvent autour des chefs d'État, ils vont parler des autres. Il n'est pas de... J'ai dit dans le livre, il ne parle jamais de ce qui ne le regarde pas. Donc même le coup d'État dont on parle, c'est un coup d'État accidentel. Il était au fond de prévoyance militaire, en train de faire une réunion, et puis il entend des coups de feu comme tous les Ivoiriens. Il regarde par la fenêtre, il voit des militaires dans la rue, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc il demande, il dit bon attention, moi je rentre chez moi, déjà j'ai assez de problèmes, je ne veux pas d'autres problèmes. Donc il demande au colonel Barou de lui donner une chemise de civil pour qu'il rentre tranquillement chez lui à la maison. Donc il laisse son tri et il va à la maison en civil. Et pendant qu'il est à la maison vers 20h, il y a un groupe de militaires qui s'amène chez lui, dit suivez-nous. Donc il ne savait même pas pourquoi. Et arrivé dans le quartier général, on lui dit qu'il est dans le coup d'État. Il dit mais comment ça? Il dit non, lui, il ne peut pas rentrer dans un coup d'État comme ça. Non, non. Il a appelé son épouse, il dit ah, vraiment, voilà ce qu'on me propose, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit non, que tu es un homme, prends tes responsabilités. Voilà comment il est arrivé dans un coup d'État auquel il n'a même pas participé aux préparatifs. Donc c'est de façon accidentelle qu'il est devenu membre du CNSP. Et donc, Guy Robert a décidé qu'on balaie la maison et on remet le pouvoir au civil. 3 mois après, on dit non, il faut qu'on change les plans. Il dit non, il n'est pas pour ça. Il est un officier, ils ont donné leur parole. Il était sur lui et le général Palanfo étaient au même niveau. Et donc, ces problèmes ont commencé par partir de là. Et c'est là qu'il a dû se réfugier à l'ambassade du Nigeria. C'est dans cette période que moi j'ai fait sa connaissance. Pour parler de transmission de valeurs aux nouvelles générations, quelles sont les valeurs qu'ils portent et dont devraient s'inspirer les plus jeunes qui sont dans nos armées et même en dehors de nos armées? C'est vrai. C'est surtout l'intégrité et l'amour du travail. Vous savez, le général Koulibaly, aujourd'hui, il a 80 ans. Mais il va au travail tous les matins. Il est PCA des sociétés, mais il va au travail le matin et il revient le soir à 18h comme un travailleur ordinaire. Les PCA, en général, ils ne sont là que pour les réunions de conseil d'administration. La petite anecdote, c'est que je le rencontrais dans l'ascenseur tous les jours à 6h30. Et tous les jours, je vous dis, tous les jours, accompagné de, souvent même pas Sagat, parce que Sagat met souvent en arrière, et le général avec toujours le même pas, très ferme. Et ça, je veux rajouter cela, effectivement, il est très présent. Et il est toujours au sport. Non, je l'ai rencontré. Oui, ça, c'est une de ses qualités également. Mais au niveau de l'intégrité, le général Koulibaly, vraiment, j'ai demandé pendant que je récoltais les informations, j'ai vu un de ses assistants, le colonel Barou. Le colonel Barou, qui était vraiment celui qui était toujours avec lui. J'ai dit, mais colonel Barou, bon, moi je vois le général, tout est beau. Donne-moi quelques défauts, parce que je suis en train d'écrire un livre sur j'ai besoin de quelques défauts. Le colonel Barou m'a dit, écrit, que moi, Barou, j'ai dit que le général Koulibaly n'a pas de défauts. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. J'ai dit qu'il n'a pas de défaut. Il me demande d'aller écrire ça. J'ai dit, je ne peux pas écrire ça. Et donc, effectivement, quand j'ai fait le tour, le chapitre le plus difficile à écrire était le chapitre réservé aux défauts du général Koulibaly. Parce que c'est un homme pétri de qualité. Au niveau de l'intégrité, mais il a posé des actes incroyables. Regardez sur la route de Benjerville, regardez un peu à droite, le grand terrain militaire qui est là. C'est le général Koulibaly qui a acheté ce terrain de 20 hectares pour les militaires. Mais quand il a acheté le terrain, ceux qui ont participé à l'opération se sont rassemblés, sont mis d'accord, viennent le voir, écoute, on a acheté ça, on n'a pas donné tous ces 20 hectares comme ça. Prenons un peu pour mettre à l'écart pour nous-mêmes, pour assurer nos vieux jours. Mais il les a tellement découragés, il dit non, moi je n'ai pas appris cela auprès de Fobani. C'est pas possible. Bon, on a quand même trouvé un défaut du général quand même, hein. Sa façon de rire. Le général, il a ri tonitruant. S'il faut trouver un défaut, on va trouver celui-là. Mais il y a un défaut quand même que j'ai trouvé. Le général a peur des candidatons. Candidatons. Ça, là, à ce niveau, lui et moi, on n'est pas d'accord. Parce que quand il montait à la compagnie Air Côte d'Ivoire, c'était ma présence, excusez-moi pour la publicité, quand il montait à la compagnie, j'étais là, je voyais, moi, le choix des noms, tout ça, j'étais là, je voyais. Sa fille a passé le concours auprès d'une agence de recrutement. Il ne savait même pas. Quand on envoie la liste des admis, il regarde, il voit le nom de sa fille, il dit, mais c'est quelle Awa Koulibaly? C'est ma fille? Il fouille, il prend, il voit le nom, il voit sa fille. Il a appelé l'agence, barré son nom. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai recruté ma fille. Moi-même qui vous parle, j'aurais pu être directeur de la communication d'Air Côte d'Ivoire, puisque la compagnie était créée devant moi-même. Mais il a peur qu'on dise que, mais écoute, le général... Il a peur qu'on parle de favoritisme. Du favoritisme. Donc voilà un peu comment l'homme est. Moi je pense qu'également... Mais je veux dire, une des qualités, hein, je crois que le général a, c'est qu'il rassure, parce que tout le monde connaît la fameuse anecdote selon laquelle le président Houphouët avait très peur de l'avion, mais il fallait quelqu'un pour le rassurer, et c'était le général Koulibaly. Oui, bon, si on vous raconte comment, si vous lisez, vous allez voir comment le général a fait pour devenir le pilote du président Fauboigny. C'était un parcours du combattant, ce n'était pas donné. Le président Fauboigny, dans les années 70, aucun président africain n'était piloté par un noir.
Ça, il n'y avait même pas de pilotes africains. Il n'y avait pas de pilotes africains dans les années 70. On venait d'avoir de l'indépendance, mais les premiers auxiliaires de l'administration qu'on formait, ce n'était pas pour le poste de pilotage. C'était pour comment gérer la fonction publique et autres. Donc, il s'est caché dans l'avion parce qu'il s'est trouvé que de façon accidentelle, le pilote titulaire et l'un de ses assistants est tombé malade. Donc, il fallait quelqu'un pour accompagner le président à Monrovia. Donc, ils ont caché le général Koulibaly enfin, en chemin, il n'était pas général, il était lieutenant. On l'a caché dans l'avion pour aller à Monrovia. À la descente, le président va saluer les pilotes et il se rend compte qu'il y a un noir dans son avion. Ah, mais ça a chauffé. Hein. Il était très fâché. Il était très fâché. Et il a sanctionné le général. Et il a sanctionné le ministre de la Défense de l'époque, Mbayable Kwadjo, qui a mis le général dans l'avion. Et maintenant, 6 mois plus tard, le général devait se rendre, le président Fouboyen, disons, devait se rendre en Guinée chez Sékou Touré, son grand rival, qui l'accusait d'avoir vendu son pays aux Blancs. Fouboyen était coincé. Il ne voulait pas de Blancs dans sa délégation. Comment faire? Il appelle le ministre, mais le petit qui avait piloté la dernière fois. Est-ce qu'il est capable? Oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'il est vraiment capable de piloter l'avion? Le ministre lui a dit, mais c'est l'un de nos meilleurs. Il était major de sa promotion en France là-bas. Donc, essayez-le. Donc, ils prennent l'avion. En partant en Guinée, en plein vol, Fouboyen demande qu'on fasse un atterrissage à Mans pour qu'il voit les aptitudes de son jeune pilote. Donc, le général Koulibaly me dit, mais c'est parce que Fouboyen ne sait pas que Mans est la ville la plus dangereuse, que passer Mans pour l'atterrissage, il faut passer entre les montagnes, il faut glisser, que c'est l'une des villes les plus dangereuses en aviation. Mais heureusement, il a bien fait le pilotage. Mais quand l'avion décolle de Mans pour Farana en Guinée, il y a un orage, un violent orage. Mais il savait que c'était la chance de sa vie. Et donc, il a fait un atterrissage en douceur. Et au bas de l'échelle de coupé, Sékou Touré était là. Fouboyen dit, Sékou Touré, viens. Voici celui qui a piloté l'avion. Sékou Touré, non, c'est pas vrai. Il fait monter des militaires dans l'avion pour vérifier si effectivement il n'y a pas des Blancs qui se cachaient là-bas. Et donc, voilà comment le général Koulibaly a eu le droit. Mais après cela, il a passé encore 6 mois, il n'a pas touché à l'avion. Et c'est quand l'un des pilotes est parti à la retraite qu'on l'a pris comme assistant. Et finalement, il est devenu le pilote titulaire. Et pendant 22 ans. On peut rajouter la patience à la qualité, l'une des qualités du général Koulibaly. Oui, alors, effectivement. Je voulais qu'on revienne rapidement sur les mois passés auprès du général Gueye, au moment de la junte militaire. Est-ce que sa démission n'était pas liée au fait qu'il était proche de l'ancien Premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara? Parce qu'on a généralement considéré dans les médias et dans l'opinion populaire que c'était un proche du président, de l'actuel président Ouattara. Donc les décisions qu'il prenait étaient en tout cas guidées par le RDR de l'époque. Oui, bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de préjugés comme ça, qui sont liés souvent à des considérations tribalistes. Sinon, à la vérité, le général Koulibaly n'est pas un homme politique. Vous ne le verrez jamais dans un meeting politique. C'est rare, vraiment, je ne l'ai jamais vu en train de prendre la parole à un meeting politique. Mais donc, comme le Ouattara s'appelle Ouattara, le général Koulibaly s'appelle Koulibaly, c'est facile de l'assimiler à... Mais je pense que, tout le temps que j'ai passé à côté du général, je ne l'ai pas vu dans les considérations politiques. Je l'ai vu comme un homme technique qui pilote ses avions, qui parle de l'aviation, qui parle de la formation des militaires. Il n'a que ça comme obsession. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Moussa Traoré, vous avez l'impression aujourd'hui que la Côte d'Ivoire rend bien au général Koulibaly tous les efforts consentis? Enfin, je le pense. Parce qu'aujourd'hui, vu les postes qu'il occupe, j'estime quand même que le pays lui est reconnaissant pour l'immense travail qu'il a abattu. Chaque jour, il cherche à partir à la retraite. Mais c'est le président qui le maintient là. Le président estime qu'il faut qu'il continue de former les jeunes, il faut qu'il continue de les encadrer. Et donc, je le vois tous les jours. Il est PCA de 2 structures, mais il ne prend pas les avantages des deux structures. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai écrit dans l'œuvre, quand il était ministre sous la transition. Au premier mois, tous les directeurs des structures sous tutelle ont envoyé des bons d'essence d'une valeur de 3 millions. C'était la pratique. Quand il vient au bureau, on lui montre, voilà les bons d'essence, voilà ce que le ministre a dit. Il dit quoi? Il a appelé chacun des directeurs, venez reprendre votre carburant. Celui qui m'envoie encore du carburant ici va perdre son poste. Vous voyez un peu, ce genre de gestes-là, c'est rare. On ne voit plus ça. En tout cas, c'est rare. C'est-à-dire que si vous suivez son cheminement,
C'est incroyable. Je vais dire, On ne Et voit vous surtout avez- plus les chefs des directeurs généraux en train de cotiser pour envoyer au ministre. Vous avez parlé de son épouse qui a participé aussi à la rédaction du à livre, la correction. à la correction du livre. Quelle est la place de son épouse dans tout son parcours? Vraiment, On je sent pense certainement que qu'elle a dû jouer aussi dans... il y a une complicité mais incroyable. Oui. Mais Depuis le combien seul- d'années? Le mariage, bon, je l'ai écrit, c'est Oui. dans les, Faut lire l'ouvrage. dans les années, faut lire dans l'ouvrage, j'ai la date exacte dans l'ouvrage, mais je me rappelle. Mais c'était à Boaké dans les années 80, là-bas, je ne sais plus. Bon, mais je veux dire qu'il y a une complicité incroyable. Mais, signe des temps, le général Koulibaly et son épouse n'empruntent jamais le même avion. Ah, pourquoi? Ah oui, jamais. Bon, comme le président des États-Unis, le vice-président. Pourquoi? C'est quoi la raison? Bon, Superstition. Superstition, non, pas oui. superstition. Il y a un événement qui s'est produit un jour dans l'air, au-dessus de la Caraïbe. C'est son épouse qui m'a raconté. Parce que chaque fois que ils vont en vacances, ou ils vont quelque part, je les accompagne, et on accompagne toujours un, et puis le lendemain, le deuxième, ça marche. Je dis, mais pourquoi? Là, son épouse m'a expliqué qu'un jour, l'avion partait en révision aux États-Unis, et elle a décidé d'aller en vacances également. Elle a pris les enfants. Allons-y, on va profiter de la révision de l'avion pour se promener un peu aux États-Unis. Au-dessus de la Caraïbe, il y a eu ce qu'on appelle la dépressurisation de la cabine. Ce qu'on raconte chaque fois quand vous montez dans l'avion. C'est ça. Faites, mettez le masque, ainsi de suite. Et donc, ils mettent le masque. Mais quand c'est comme ça, l'avion doit piquer. C'est ça. En moins de 10 secondes, il faut que l'avion arrive dans un espace où il y a de l'air pour respirer. Donc l'avion a piqué du nez et la femme a dit qu'elle a eu la plus grosse peur de sa vie. Elle a dit après à son époux, mais si on disparaissait, toi, moi Tout le monde. et les enfants en même temps. Donc, évitons de voyager ensemble. Évitons de voyager ensemble. Désormais, quand on va quelque part, toi tu vas, après je te retrouve là-bas. C'est comme ça qu'ils vivent. Bon, je ne sais pas si vous avez la réponse à C'est une cette belle question. Est-ce que le complicité. général Koulibaly a peur en avion quand c'est pas lui qui pilote? Non, il n'a pas peur. D'accord. Mais par contre, quand moi je suis dans un avion, surtout le général Koulibaly, moi je suis rassuré. Quand je suis dans, parce que moi j'ai très peur de l'avion, ça tout le monde le sait, tous mes amis le savent. Et souvent, avant de voyager, je prends des somnifères, je Maintenant, lis toute la Côte d'Ivoire le sait. je lis les ouvrages. Mais moi j'ai très peur de l'avion. Mais le général Koulibaly, quand je me retrouve avec lui dans un avion, Vous dormez je suis rassuré. tranquillement. Je dors tranquillement, je suis rassuré parce que je pense que il a une grande expérience. Peut-être que je me dis, dans cas de situation, Meilleure il prend- connaissance. Et puis, hein, quand on regarde, quand on parcourt l'ouvrage, on peut avoir même des photos rétro du général Koulibaly à la manœuvre. L'œuvre est disponible en librairie. Effectivement. Très bien. Général Abdoulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufouette Boigny, donc une œuvre de Traoré Moussa. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour Merci. en parler. Un mot de fin, peut-être? Ouais, je veux dire Un que remerciement. cet ouvrage, si vous le lisez, forcément vous en tirerez des leçons. Vous en tirerez des leçons à tous les niveaux. L'amitié, l'intégrité, l'amour du travail. Je pense que c'est un document qui est assez riche. Merci. Très bien. Merci. Merci Alain, merci Edith, merci Daouda. Merci à toutes les toi, équipes Brice. techniques. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Puis petit coucou au général Koulibaly. Voilà.